Vous savez exactement à quoi ressemble un épisode de podcast entrepreneurial. On y parle de chiffres, d'anecdotes, de systèmes ou de développement personnel. Et après 3 ans de parcours entrepreneurial et de consommation quasiment quotidienne de podcasts de ce genre, une frustration est née, a grandi en moi et m'a poussé à créer quelque chose qui n'existait pas encore, une nouvelle forme de ce genre de podcast. La frustration, c'était ça. D'un côté, des contenus business qui te donnaient le hack du trimestre, la méthode en 5 étapes ou le système qui allait tout révolutionner jusqu'au prochain. Et puis de l'autre, c'était des podcasts sur du développement personnel complètement abstrait, inapplicable, et qui finalement n'apportaient rien de plus qu'un élan de motivation qui te donnait envie de tout arracher le dimanche soir et que tu avais oublié le lendemain, lundi matin. Et personne, ou presque, pour parler des premiers principes. Les mécanismes profonds qui ne changent pas quand la méthode, l'algorithme ou la tendance en vogue changent. Ce qui fait que certains tiennent, avancent, construisent, pendant que d'autres s'épuisent à suivre des méthodes qui les remplacent eux-mêmes tous les 2 mois. Alors durant les 6 derniers mois, j'ai réalisé plus de 30 podcasts de discussions profondes avec certains des entrepreneurs les plus intéressants et réfléchis du monde, du business en ligne francophone, avec des discussions qui parlaient principalement des premiers principes qui régissent l'entrepreneuriat de manière intemporelle et fondamentale. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose de particulier, c'est vous résumer ces 30 épisodes de podcast en une série de leçons que j'ai retenues, qui me serviront toute ma vie d'entrepreneur et qui, je l'espère, sauront également vous servir. Mon objectif, c'est de guérir vos doutes, votre difficulté à trouver ce qui fonctionne pour vous sur le long terme et à sentir une forme de sécurité et de pérennité dans votre activité, parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti longtemps et que je ressens encore de temps en temps. Et c'est principalement l'objectif de ce podcast. Parce qu'au fond, ce qui nous bloque tous, ce n'est pas, ou du moins ce n'est plus, le manque d'informations. Aujourd'hui, on a accès à une quantité d'informations qui est monstrueuse. Ce qui nous manque vraiment, c'est un manque de compréhension de nous-mêmes en train d'entreprendre. C'est nos patterns, nos contradictions, les histoires qu'on se raconte pour ne pas faire ce qui est difficile à faire. Alors si vous êtes habitué à écouter des contenus business classiques, dirais-je, eh bien, soyez prêts à voir l'entrepreneuriat sous un angle que vous avez encore jamais vu, du moins si vous ne connaissiez pas encore la chaîne. Vérifiez que vous êtes bien installé, que votre cerveau est activé, et on est parti ensemble pour cette liste de leçons que j'ai récupérées durant ces 6 derniers mois. Alors pour tenir ces promesses, voici comment on va fonctionner. Je vais d'abord vous expliquer la leçon en question, ensuite un cas concret, donc votre quotidien d'entrepreneur, et enfin, pourquoi est-ce que cette leçon elle est fondamentalement utile pour toute votre vie. Et commençons tout de suite par la première leçon. Cette leçon, c'est que l'amusement, ça doit être notre moteur numéro 1 en tant qu'entrepreneur, parce que l'amusement, c'est le seul moteur d'obsession durable. Pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça ? Eh bien, parce que je m'en suis rendu compte avec Noé Perret. Lorsqu'on prend l'entrepreneuriat comme un jeu, on n'est plus dans cette idée qu'on doit absolument souffrir. C'est quelque chose que j'ai beaucoup questionné au début de ces podcasts, et je me suis posé vraiment la question de est-ce que je dois vraiment souffrir pour réussir ? Est-ce que ça doit vraiment être difficile ? Est-ce que ça doit être fatigant ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est faux ? Et c'est un message qu'on nous donne parce que les gens qu'on voit réussir à très très haut niveau ont dû souffrir. Pour autant, être entrepreneur, ça ne veut pas dire que ça doit être de la souffrance. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être douloureux, parce que souffrance et douleur, ce sont 2 choses différentes. Souffrance, c'est la perception que l'on a de ce qu'on vit en termes de douleur. C'est-à-dire que cette douleur, elle est pénible, et puis on se répète que c'est pénible et que c'est dur. Et je pense fondamentalement que c'est vraiment cette première leçon qui me sert au quotidien, c'est de chercher dans chaque effort que j'ai à faire une forme d'amusement, une forme d'opportunité. Typiquement, je le compare vraiment au sport, au quotidien, parce que quand on se met à n'importe quel sport, je fais beaucoup de musculation et de boxe, au début c'est affreux, on n'aime pas, on a mal, et pour autant, quand on s'habitue à cette douleur, on finit par y prendre du plaisir. Et c'est pas du sadomasochisme, c'est juste qu'on s'est habitué à rentrer dans le processus d'amélioration de ce qu'on fait, de nos performances, des poids qu'on va mettre, ou de la rapidité des coups qu'on va mettre. Et donc, finalement, oui, on souffre toujours. Faut pas croire que quand on fait du sport, au bout de 4 ans, on n'a plus mal. C'est faux. Mais par contre, effectivement, c'est plus de la souffrance, c'est de la douleur. Et c'est de la douleur qui est agréable parce qu'on aime
performer et améliorer nos performances, on aime ce processus. On en parle souvent, on l'entend souvent sur tous les podcasts, mais on n'a jamais vraiment l'aspect concret de ce que ça veut dire. Et ce que ça veut dire, c'est percevoir la douleur comme quelque chose de plaisant, d'agréable, de satisfaisant, parce que c'est un signal important et significatif nous disant que nous sommes en train de nous améliorer. Et c'est là que le plaisir advient, en fait, arrive. Si tu as besoin d'un résultat, fondamentalement, ne sois pas entrepreneur. Ce sera une des autres leçons qu'on verra. Mais je pense aussi que ce côté amusement, ce côté j'aime le processus, c'est aussi l'idée que une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'elle veut être l'entrepreneur qui a réussi, qui veut avoir l'étiquette de l'entrepreneur qui a réussi, n'est probablement pas faite pour entreprendre. Elle est beaucoup plus faite pour être, en tout cas, elle pourrait potentiellement être beaucoup plus faite pour être un dirigeant, pour être un manager, pour être un CEO, mais pas pour être un entrepreneur. Parce que l'entrepreneur s'amuse dans l'innovation, dans la création, dans quelque chose de nouveau, dans la prise de risque. Et cette prise de risque, elle nécessite forcément de ne pas s'attacher au résultat, mais au jeu de prendre des risques. Et c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment la première leçon que j'ai retenue, c'est amuse-toi quand tu entreprends dans ton quotidien. Fais en sorte que chaque journée ait son lot d'amusement et son lot de plaisir. Et si jamais ce n'a pas été le cas, c'est que mission n'a pas été accomplie. Et ouais, que globalement, j'ai pas accompli ma vision quotidienne de ce que c'est d'entreprendre et que je me suis beaucoup plus focalisé sur le résultat de ma journée que sur ce que j'y ai fait. Et si j'ai évidemment rien fait, logique, je me suis peut-être moins amusé, en tout cas en tant qu'entrepreneur. On en a d'ailleurs discuté avec Charles lors d'un podcast, on parlait de la motivation intrinsèque et extrinsèque. Et la motivation extrinsèque, c'est la motivation à quelque chose d'extérieur à l'activité elle-même. C'est probablement la motivation la moins durable parce qu'elle est très puissante, mais sur le long terme, une fois qu'on a obtenu une première fois ce qu'on recherchait de manière extérieure, plus intéressant. Et donc, c'est un premier point hyper important. Je pense qu'effectivement, il est extrêmement pertinent et intelligent de considérer que le plaisir se trouve de manière intrinsèque à l'activité d'entreprendre. Beaucoup plus que dans le fait d'obtenir des résultats financiers, d'obtenir du résultat de performance, d'audience, de quoi que ce soit. Au contraire, je pense qu'il est extrêmement important de s'amuser. D'ailleurs, je me suis beaucoup amusé à faire ces 30 podcasts, alors que je n'ai eu aucun grand résultat exceptionnel. Je n'ai pas des millions ou même des milliers d'abonnés, de followers, etc. Et pourtant, j'ai pris un plaisir immense à la fois à avoir ces discussions, à rencontrer ces personnes et à partager, même à une toute petite audience, une si grande valeur. Voilà, ça c'était vraiment l'amusement que j'ai pris, c'est ça. Et je vous recommande de trouver des projets, je vous le souhaite en tout cas, trouver des projets entrepreneuriaux où vous vous amusez, où c'est marrant, où c'est fun, où les personnes avec qui vous travaillez, c'est rigolo. Sinon, très sincèrement, soyons salariés. Je veux dire, si on ne choisit pas des personnes avec qui on s'amuse, si on ne choisit pas des endroits, si on ne choisit pas des projets dans lesquels on s'amuse, quel intérêt d'entreprendre? Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on se choisit juste les downsides de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire la pression, le stress, le fait de savoir si on va pouvoir manger le mois suivant. Est-ce que ce projet va marcher? Est-ce que ma vision va s'accomplir? Est-ce que je vais répondre à un vrai besoin? Est-ce que je vais réussir à faire marcher ce truc-là ou pas? Mais si je m'amuse pas dans ce jeu-là, je ne choisis que ses mauvais côtés. Et je pense que c'est hyper important. Donc c'est la première leçon que j'ai retenue de tous ces podcasts. Et je commence par celle-là parce que c'est une note très positive et très importante, je pense. En termes de cas concrets, si je suis un entrepreneur, que je monte un business, on va dire, je me suis noté là, d'e-commerce, uniquement parce que c'est un business qui est rentable. En fait, il va arrêter à la première difficulté parce que le seul carburant qu'il a dans son activité, c'est la promesse de gain. Si jamais il n'a pas de gain dans son activité, si jamais il n'y a pas de rentabilité, si jamais il n'a pas de retour sur investissement, quel intérêt pour lui de rester? S'il n'a choisi cette activité, ce business, cette boîte, ce projet, si jamais il n'y a pas de rentabilité, si jamais il n'y a pas le gain pour lequel il s'est lancé, quel intérêt de continuer? L'être humain est un être animal, avant tout, qui réfléchit de manière primaire. S'il n'a pas d'intérêt et qu'il ne perçoit pas ce pourquoi il s'est lancé, quel intérêt de continuer? Il va changer, il va lancer un nouveau business et donc du coup, il va perdre l'edge énorme
que représente ce qu'on appelle l'effet cumulé, c'est-à-dire le fait de faire des efforts sur du long terme. Et ça, la plupart des gens n'ont pas compris que l'entrepreneuriat est un jeu véritablement long terme. On nous a vendu qu'on pouvait avoir du résultat très court terme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens changent régulièrement de modèle business, alors que la réalité de l'entrepreneur, ce n'est pas une réalité de quelqu'un qui réussit en 3 mois. C'est faux. Fondamentalement, c'est faux. Évidemment, on peut avoir des premiers résultats, évidemment qu'on peut s'améliorer sur 3 mois, mais je pense qu'on a oublié de dire que ce qui façonne véritablement ce qu'on appelle un entrepreneur, je ne parle pas d'un freelance, je ne parle pas d'un prestataire, je ne parle pas d'un coach indépendant, je ne parle pas d'un CEO dirigeant d'une agence qui fait la même chose que tout le monde. Je parle d'un entrepreneur. La réalité du monde entrepreneurial, c'est des galères, c'est avoir un double job à côté, c'est faire des échecs en boucle avant que la première boîte fonctionne réellement. Ça, c'est entreprendre. Et ça ne veut pas dire que ça doit être affreusement une souffrance. Au contraire, c'est ce processus-là de longueur qui doit être amusant, qui doit être fun, qui doit être marrant. Alors qu'un entrepreneur, par exemple, qui choisit un domaine qui le fascine réellement, et peu importe le résultat que ça va donner, même si c'est moins optimisé financièrement, même si ça lui rapporte moins rapidement, moins grandement du revenu, et qu'il est parti pour 3 ans de galère, si chaque jour il prend du plaisir, probablement qu'il a plus de chances de tenir sur la durée et surtout de réussir. Parce que il va gagner à ce qu'on appelle le jeu d'attrition, c'est-à-dire le jeu par élimination, par comment on pourrait appeler ça, par érosion du nombre de personnes qui sont sur la ligne de départ versus le nombre de personnes qui vont jusqu'au bout, ne serait-ce que du circuit. C'est vraiment ça pour moi qui est hyper important, c'est de prendre du plaisir à s'amuser sur le circuit parce que c'est le meilleur moyen de rester jusqu'à la fin de simplement ce circuit et même de la course. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile ? En fait, ça permet de choisir son domaine, non pas en se posant la question « qu'est-ce qui est le plus rentable à lancer en 2026 ?» Et on le voit beaucoup dans les contenus business aujourd'hui, mais au contraire, qu'est-ce qui est le plus fun à lancer pour moi ? Et je pense que c'est vraiment ça. C'est la question par laquelle on commence à lancer un projet, elle a un niveau d'importance qui est tel qu'il vaut beaucoup mieux se poser les bonnes questions dès le début. Et la meilleure des questions à se poser, c'est qu'est-ce qui peut être fun à lancer ? Qu'est-ce qui peut être marrant ? Qu'est-ce qui peut être un jeu pour moi ? Parce que plus ce jeu il est marrant, plus j'aurai envie d'y jouer, plus j'en serai obsédé. Et l'obsession est, comme je l'ai dit, le jeu est le meilleur carburant d'obsession durable. Je pense que l'obsession est le meilleur moyen d'atteindre des résultats contre-intuitivement, rapidement. C'est-à-dire que, évidemment, je viens de vous dire que l'entrepreneuriat, c'était un jeu long terme, c'est vrai, mais plus le jeu il est fun, plus pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, plus on va le tryhard. Et donc, je pense fondamentalement que si c'est vraiment un jeu qui est marrant pour nous et qu'on a choisi le bon jeu pour nous, on ira plus vite que les autres. On imposera une vision qui est nouvelle, on se rendra indépendant de toutes les autres manières de jouer à ce jeu parce qu'on aura la nôtre, qu'on l'aimera comme ça, parce qu'on aura choisi ce jeu dans l'intention de le jouer, de jouer cette partie ou ce jeu à notre façon. Et de le jouer à fond parce que c'est marrant. Et je pense vraiment que c'est hyper important de voir l'entrepreneuriat de cette manière-là parce que c'est un angle qui est beaucoup plus positif, beaucoup plus durable, qui fait beaucoup moins souffrir et qui donne beaucoup plus envie de rentrer dans cette obsession positive. Ça évite aussi un autre piège, comme je vous l'ai dit, c'est le piège du pivot permanent, le changement permanent de projet, le syndrome de l'objet brillant. Je l'appelle un peu comme ça aussi, comme tout le monde. Ouais, je pense vraiment que ça évite le syndrome de l'objet brillant parce que quand je suis à fond dans une activité qui est marrante, qui est amusante pour moi, je n'ai pas envie d'en changer non plus. Je n'ai aucun intérêt à changer de jeu alors que je suis en train de tryhard un jeu que j'adore. Donc, plus ce jeu il est marrant, plus je vais rester longtemps à jouer à ce jeu-là, et plus je n'ai aucun intérêt à en changer. Alors, deuxième leçon, c'est que je pense qu'on doit suivre la règle suivante, have to be versus be to have. Je pense qu'on doit devenir avant d'obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, avant de chercher à obtenir un résultat, on vient d'en parler dans la première leçon, la réalité, elle est que c'est en devenant la personne qui mérite et qui fait les actions de quelqu'un qui a déjà ce résultat que l'on obtient ces résultats. Je m'exprime.
Et je m'explique. Euh, Si je suis quelqu'un qui agit comme, on va prendre l'exemple d'Elon Musk, si j'agis comme Elon Musk au quotidien, je pense comme Elon Musk, que je cherche à avoir le même niveau de conscience et de connaissance qu'Elon Musk, il y a de grandes chances que j'ai des résultats qui se rapprochent et qui tendent vers ceux d'Elon Musk. Je dis pas que j'y arriverai, parce que j'ai pas forcément le même niveau d'intelligence, de pertinence, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que plus j'agis au quotidien et je deviens cette personne et je solidifie l'identité de quelqu'un qui a ce résultat, plus je deviens quelqu'un qui se rend à même d'obtenir ce résultat. Et c'est extrêmement important parce que, en général, on se dit, il faut que je fasse telle action particulière, telle méthodologie, telle stratégie, parce que c'est ça qui me fera obtenir tel résultat. C'est faux. Je pense fondamentalement que, au contraire, on devrait complètement se détacher des méthodes, on devrait complètement se détacher de la trend qui marche actuellement, et plutôt chercher à devenir la personne capable de voir les prochaines trends. Et donc, du coup, d'être à l'origine et d'être des précurseurs d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle méthode, d'une nouvelle stratégie, de quelque chose d'innovant, parce que c'est ça entreprendre, c'est innover. Je pense qu'on devrait beaucoup plus se détacher des méthodes et beaucoup plus se rapprocher de comment est-ce que je peux devenir quelqu'un de suffisamment exceptionnel pour que personne ne puisse me remplacer et que je puisse créer mon propre mouvement, en être à l'initiative et ainsi ne plus jamais me rendre esclave ou dépendant des méthodes, des stratégies et des idées des autres. Ça, c'est mon avis. Et je pense vraiment, et c'est ce que j'essaye de me dire au quotidien, c'est que si je veux obtenir quoi que ce soit dans ma vie, je dois d'abord être cette personne, la personne qui a déjà ça, qui l'a déjà obtenu. En général, il y a une dissonance entre ce qu'on est au quotidien et ce que l'on a. C'est-à-dire qu'on est toujours un peu plus que ce que l'on a. On mérite toujours un peu plus. Sauf que, et on le verra, c'est une autre leçon que j'ai retenue, le mérite n'a aucun intérêt. L'argent n'est pas un modèle qui fonctionne au mérite. D'ailleurs, rien ne fonctionne au mérite. La vie, le monde, notre société n'est pas méritocratique. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Et donc, le fait de devenir cette personne ne veut pas dire que vous mériterez suffisamment pour que ce soit indéniable. Par contre, je pense qu'en devenant cette personne, vous réduisez le risque de ne pas obtenir un résultat. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Alors, concrètement, dans quel cas est-ce que on peut retrouver ça chez l'entrepreneur ? Imaginons un entrepreneur qui se dit « Je veux une boîte qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois », qui est beaucoup. Il va chercher potentiellement des raccourcis, des techniques, des méthodes, comme je vous l'ai dit, au quotidien pour se dire « J'ai appliqué la bonne méthode, la stratégie, donc logiquement, je tiens le résultat ». Le risque, c'est qu'il construise quelque chose qui soit fragile, dépendant des trends, et que cette stratégie ou cette méthode ne fonctionne plus dans 6 mois. Or, pour faire 1 million d'euros par mois, il ne le fera probablement pas en 6 mois. Et surtout, l'objectif, une fois qu'on a atteint ces 1 million, c'est que ça reste, c'est que ce soit périn, c'est que ce soit sécurisé. Et il y a très peu de chances que cet entrepreneur qui ne s'est focalisé que sur construire un système et des méthodes qui marchent actuellement, il ait ce résultat où il s'en rapproche, mais qui ait aucune pérennité et qui disparaisse 1 an plus tard parce que il n'a pas compris des principes qui étaient beaucoup plus larges, des mécanismes qui étaient beaucoup plus grands que ça, et qu'il n'a pas compris qu'il devait devenir la personne qui faisait 1 million beaucoup plus que d'être celui qui crée, qui met en place un système, qui applique une méthode bêtement et méchamment pour faire 1 million. Alors qu'un entrepreneur qui se dit « je veux devenir quelqu'un qui comprend profondément son marché », quelqu'un qui tient ses engagements, quelqu'un qui prend soin de ses clients, c'est quelqu'un qui va développer une personnalité d'entrepreneur qui est capable, qui se rend capable, en tout cas, de générer ce chiffre d'affaires, ce genre de résultat, parce que c'est une façon d'être. Le résultat entrepreneurial, c'est une façon d'être. Et les objectifs externes à cette personne, finalement, c'est juste des conséquences de cette personne. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile ? Parce que c'est bien ce que je vous dis, mais pourquoi est-ce que c'est utile ? Cette deuxième leçon sur vraiment la question de l'identité, c'est que quand les choses elles deviennent difficiles, je pense que c'est hyper important de se rappeler je suis en train de devenir la personne qui obtiendra ces résultats, et que donc, en général, on prend l'habitude en tant qu'entrepreneur de 1, se comparer aux autres entrepreneurs, et 2, de perpétuellement se dire je mériterais plus, je suis frustré parce que je n'ai pas plus, parce que je n'ai pas accompli plus. Il y a une raison à ça. Et la raison, c'est que je ne suis pas encore cette personne et que donc ma focalisation doit être sur
améliorer la personne que je suis actuellement pour devenir celle qui peut obtenir ce genre de résultats. C'était Éloine Collard, qui est un des derniers podcasts que j'ai réalisé, qui me disait l'entrepreneuriat, c'est une des meilleures façons de devenir un meilleur être humain. Parce que tu dois prendre 100% de la responsabilité. Et je pense vraiment que c'est une superbe leçon que j'ai apprise ce jour-là, c'est que euh, c'est avant tout l'être humain qui a derrière la boîte, parce qu'on est tous des êtres humains, même quand on est des entrepreneurs, on n'est pas des machines. Par contre, quand ça devient automatique de penser comme un entrepreneur qui génère 1 million par mois, en général, c'est plus simple et plus rapide d'obtenir ce genre de résultats. C'était Charles qui me disait d'ailleurs, je vais vous lire la citation qu'il me donnait, les routines, les habitudes créent qui nous sommes, et qui nous sommes nous met en position de générer un résultat. C'est donc bien de placer cet aspect identitaire avant le résultat. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est placer l'identité avant le résultat. Ça, c'était la deuxième leçon. Alors, troisième leçon qui finalement fait écho aux 2 premières, c'est que la répétition consciente permet de créer une automatisation inconsciente. Le fait de répéter un effort, de répéter une manière d'agir en la modifiant, en l'améliorant, en créant des feedbacks évidemment, mais la répétition crée l'automatisme, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très bien dans le sport par exemple, et cet automatisme, il crée un niveau de maîtrise qui est beaucoup plus élevé. Je vais vous donner un exemple, un enfant quand il apprend à marcher, sa démarche elle est chaotique, elle est maladroite, elle augmente le nombre de chances qu'il puisse tomber, se faire mal. Je pense qu'on est tous tombés à un moment ou à un autre. Alors que quelqu'un qui a l'habitude de marcher, je pense à un adulte, c'est tellement automatique que il marche sans même réfléchir. Il marche plus vite, avec plus de confiance potentiellement, et il ne chute quasiment, ou même tout court, jamais. Et je pense que c'est la même chose pour un entrepreneur. Et c'est pour ça que c'est hyper important aussi de se dire que si vous débutez ou si vous avez débuté il y a 1 an, 2 ans, dites-vous bien que vous êtes encore en train d'apprendre à marcher, et c'est mon cas aussi. On est en train d'apprendre à marcher. Et donc, c'est logique que parfois on trébuche, c'est logique que parfois même on n'arrive pas à se relever rapidement, on met du temps à retrouver nos 2 pieds et à se retrouver debout, parce que on n'a pas, l'habitude de se relever, 2, on n'a pas l'habitude de marcher, ni de marcher vite. Donc c'est normal qu'on n'obtienne pas les mêmes résultats que nos gourous préférés qui en réalité ont commencé il y a 10 ans. C'est logique. Donc c'est hyper important de le voir comme ça, et je pense que c'est très rassurant, et c'est vraiment une des leçons qui m'a fait le plus de bien dans toutes celles que je suis en train de vous lire. Et l'autre point qui est hyper important, c'est que vous n'allez pas marcher de manière parfaite pendant longtemps. Et donc, la perfection ne doit surtout pas être une vertu à vos yeux. Vous ne devez pas chercher la perfection. La preuve, je suis en train de faire un podcast et en même temps je lis mon ordi parce que ça n'est pas parfait et ça n'est pas le but. Mon but aujourd'hui, ce n'est pas de faire un contenu qui est parfait visuellement. Mon but, c'est de faire un contenu qui est le plus valuable et utile à votre quotidien d'entrepreneur. Et je pense que suivre un objectif après l'autre, chercher à se focaliser sur un pas et le suivant, est beaucoup plus pertinent que de se dire « j'ai marché parfaitement pendant 100 mètres, donc je suis un entrepreneur incroyable ». Et je pense que c'est très important de le voir comme ça. Et évidemment, je fais de la métaphore, mais si on se comprend, vous avez compris que je ne parle pas d'un bébé qui apprend à marcher, je parle d'un entrepreneur qui apprend à entreprendre. Et d'ailleurs, il y a une autre notion dans ce que je suis en train de vous dire, c'est la notion de discipline. L'entrepreneur discipliné ou rigoureux, et là on en revient à la leçon numéro 2, c'est une question d'identité. Et donc c'est une question de répétition d'efforts conscients. Je prends conscience que tous les jours je fais un effort, et cet effort répété, et c'est un petit peu comme faire du sport, on parle souvent de discipline. La discipline, ça ne va pas être quelque chose qui est douloureux, qui est dur, qui est éprouvant. La discipline, elle est de plus en plus facile, et c'est comme ça qu'on appelle la discipline. C'est pas quelque chose où genre vous êtes un robot, vous avez toujours envie, vous êtes méga déterminé, etc. Non, c'est quelque chose qui est devenu automatique. C'est automatique de faire des efforts tous les jours. Donc du coup, ça n'est plus douloureux, et c'est là que ça devient fun et amusant, parce que du coup, vous avez maîtrisé les bases de j'y vais tous les jours,
Donc maintenant, je peux m'amuser à améliorer mes performances. Et donc, l'effort conscient répété qui permet de créer des schémas inconscients, c'est un processus qui est long, et deux, ce n'est pas forcément un processus qui est difficile, c'est un processus qui est difficile de mettre en place beaucoup plus que ce n'est difficile de le tenir. Et je le pense autant pour faire du sport que de l'entrepreneuriat. Alors voyons maintenant un cas concret. On va parler d'un entrepreneur qui pose un acte commercial chaque jour. Alors un acte commercial, c'est un grand mot pour dire un message de prospection, un cold call, une publication sur ses réseaux. Une publication qui met en avant son offre. Même quand c'est pas le bon moment, même quand il n'a pas envie, même quand il n'a pas d'inspiration, même quand il est déprimé ou qu'il n'est pas bien. Et en fait, ça devient un réflexe automatique. C'est-à-dire que peu importe que je me sente bien ou pas, de la même manière que je vais aller me brosser les dents, de la même manière que je vais aller prendre mon café, que je vais me prendre une douche après le sport, etc., je vais envoyer mon message de prospection le matin quand je débute mon travail. C'est le même niveau d'automatisme. De même que quand je mets un aliment dans ma bouche, je mâche. Et ça, on n'y réfléchit pas au quotidien. C'est exactement la même chose pour n'importe laquelle de vos actions. Si tous les jours, vous répétez à la même heure ou au même moment ou en réaction à la même chose, une action en particulier, elle finira par être suffisamment automatique pour ne pas être remarquée comme quelque chose d'exceptionnel, de différent, de douloureux, de difficile. C'est juste quelque chose que vous faites automatiquement. Alors pourquoi est-ce que c'est utile ? Ça enlève la pression de, la perfection à chaque tentative. C'est-à-dire que ça doit être parfait tous les jours. Non, ça doit être fait tous les jours. Ce qui est différent. Parfait ne veut pas dire être fait, et fait ne veut pas dire être parfait. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas viser le parfait, viser le fait. Faites chaque jour, créez de l'automatisme, et la perfection viendra avec cet automatisme et cette répétition. Parce que c'est l'automatisme inconscient qui amène à la perfection, en tout cas qui rapproche de la perfection. Vous n'arriverez jamais à la perfection, c'est impossible. Mais, ou en tout cas, ça n'est pas utile. Je pense que c'est surtout ça. La perfection n'est pas utile, elle est atteignable, mais n'a aucun intérêt en tant qu'entrepreneur. Vous devez beaucoup plus viser le fait et vous rapprocher du parfait via un automatisme où vous n'aurez pas ou peu à mettre d'effort, plutôt que de mettre de l'effort conscient dans quelque chose que vous souhaitez comme étant parfait. Aucun sens. Ça donne aussi un cadre temporel qui est beaucoup plus réaliste. C'est-à-dire que le résultat, il vient d'une accumulation d'efforts conscients. Et donc, ça va vous prendre du temps. Et 2, ça va vous demander une discipline qui ne doit pas forcément être difficile à mettre en place, ou du moins qui ne doit pas être complexe. Ça ne va pas être 25 questions que je me pose, un système hyper compliqué, absolument pas. Au contraire, ça doit être extrêmement simple. Donc ça, c'est la deuxième leçon que j'ai retenue. Et d'ailleurs, c'était Aristote qui disait « Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée ». Donc, à travers cette troisième leçon qui est de répéter des efforts conscients pour créer l'automatisme inconscient, c'est finalement créer de l'effort conscient pour bâtir votre identité d'entrepreneur qui s'accomplit, qui grandit, qui réussit. Alors, quatrième leçon que j'ai retenue de ces podcasts, c'est que la façon que vous avez de faire quoi que ce soit, c'est la façon que vous avez de tout faire. Alors, c'est pas une citation de moi, c'est une citation d'un conférencier que j'aimais beaucoup, que je vous mettrai autour là, de cette vidéo. Et il expliquait que quoi que vous fassiez, que ce soit dans votre vie perso ou votre vie professionnelle, tout ce que vous faites se fait non pas de la même manière, ce ne sera pas la même chose, mais par contre, ça aura la même empreinte, ça aura la même vision, ça aura la même identité. Et ce que ça veut dire, c'est concrètement, je vais vous donner un exemple personnel, je me suis interdit d'utiliser le mot flemme dans mon vocabulaire. Parce que si j'ai la flemme d'aller au sport, si j'ai la flemme d'envoyer des messages de prospection, si j'ai la flemme de faire un petit boulot à côté, si jamais ma boîte elle ne marche pas, si j'ai la flemme de faire quoi que ce soit, si j'ai la flemme, je sais pas, d'offrir des fleurs à une éventuelle compagne quand j'ai fait une bêtise, ou à faire un effort pour appeler des amis, ou peu importe, j'aurai la flemme pour tout le reste. Et donc ce mot-là, je me le suis interdit comme étant un mot utilisable dans ma manière de penser. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça doit être aussi une idée ou plusieurs que vous vous interdisez, que vous ne vous mettez pas, ou au contraire une idée que vous appliquez à tout.
par exemple, l'exigence. Je vais être autant exigeant dans le rangement de mon environnement que je vais l'être dans mon activité sportive ou que je vais l'être dans mon activité d'entrepreneur. Donc, ce que ça veut dire concrètement, cette leçon, et je vais vous expliquer évidemment pourquoi c'est utile, c'est surtout que si vous faites quelque chose, faites-le bien ou ne le faites pas. Mais dans tous les cas, à partir du moment où vous acceptez le médiocre dans l'input, le médiocre dans votre action, dans votre manière de faire et de penser ce que vous faites, peu importe le domaine, eh bien, ça aura des répercussions sur tout ce que vous faites parce que ça va modifier votre identité. Si dans votre identité, vous avez considéré que vous étiez quelqu'un de structuré, de carré, si vous n'êtes pas carré dans la manière dont vous rangez votre appartement, pourquoi est-ce que vous seriez carré dans la manière dont vous allez gérer votre boîte, dans la manière dont vous allez gérer vos relations, dans la manière dont vous allez vous entraîner au sport? Pourquoi? Parce que, typiquement, c'est vraiment la question que vous devez vous poser. C'est pourquoi est-ce que j'ai pas de la cohérence dans tout ce que je fais? Et je pense que c'est vraiment ça, cette leçon numéro 4, c'est trouver de la cohérence et mettez de la cohérence parce que votre cerveau vous le fera payer. Et c'est probablement l'outil que vous utilisez le plus en tant qu'entrepreneur. Vous en avez besoin et vous avez besoin qu'il soit à la fois fonctionnel et surtout qu'il soit performant. Alors, cas très concret, c'est, je vous en ai donné déjà quelques-uns, mais un entrepreneur qui, par exemple, procrastine systématiquement les tâches qui sont ingrates de son business, genre la comptabilité, le suivi des clients, l'administratif, voilà, tout ce qu'on connaît bien, eh bien, on va probablement retrouver ce même pattern dans sa gestion de ses relations, dans sa gestion administrative perso, par exemple ses rendez-vous médicaux, les papiers, les engagements, les impôts, je sais pas, l'achat d'une maison, etc. Alors qu'au contraire, c'est quelqu'un qui est carré sur les deux, enfin sur l'un, il sera probablement carré sur l'autre. C'est-à-dire que s'il a une gestion extrêmement rigoureuse de son administratif, de son business, probablement que son administratif personnel sera extrêmement carré, bien ordonné, bien rangé, envoyé dans les temps, etc. Et tout ça, ça joue évidemment sur plein d'autres sujets qui sont externes et finalement très liés à cela, que sont la réputation, la confiance qu'on a en soi, la confiance que les autres ont en nous, et évidemment l'estime que l'on a pour soi-même, mais que les autres ont pour nous. Or, ce sont deux éléments qui sont extrêmement importants quand on entreprend, parce qu'on a envie que les gens aient confiance en nous, et surtout, la confiance est en train de devenir une des ressources les plus rares et les plus valuables, les plus valorisées dans le monde entrepreneurial. Donc c'est extrêmement important de savoir ce que vous voulez faire, et surtout, gardez en tête que quoi que vous fassiez, eh bien, la façon que vous avez de faire quoi que ce soit, c'est la façon que vous avez de tout faire. Alors pourquoi c'est utile? Eh bien, ça vous donne un levier qui est énorme. C'est au lieu d'avoir à changer 10 comportements dans 10 domaines différents, vous avez juste à identifier un pattern qui relie en fait tous ces domaines-là en fait. Et donc typiquement, on parlait d'exigence tout à l'heure. Si globalement vous êtes exigeant dans une chose, vous serez exigeant dans tout. Et donc votre identité, ce sera celle de quelqu'un qui est exigeant. Et donc globalement, si vous changez votre manière de percevoir une chose en vous disant je suis quelqu'un d'exigeant, vous verrez que vous serez exigeant autant dans votre perso que dans votre pro et dans n'importe quel domaine finalement. Voilà, cette leçon elle est extrêmement utile tant pour être entrepreneur que pour être un meilleur être humain et je pense que les deux sont extrêmement liés. Et c'est donc la 4e leçon que j'ai retenue, en tout cas dans tous ces podcasts. Autre leçon que j'ai retenue, c'est que poser des questions, c'est une arme qui est antique, elle est basée sur de la psychologie humaine et vous devez absolument l'utiliser. Poser les questions, c'est un art qui n'est absolument pas réservé aux journalistes ou aux coachs. C'est un mécanisme fondamental qui est utilisé dans la vente, dans la négociation, dans l'apprentissage ou même dans vos relations. Poser une question, c'est mettre son ego de côté, c'est admettre qu'on n'a pas la réponse ou du moins qu'on cherche une réponse, qui est deux choses différentes. Et surtout, on accepte d'en recevoir une qu'on ne maîtrise pas forcément. Et en fait, c'est en ça que ça fait évoluer. L'objectif, c'est pas de poser des questions en soi, c'est d'obtenir des réponses. Et ça, c'est vraiment ce que m'a expliqué Basile Vierne lors de notre podcast qu'on a fait en studio, qui était extrêmement intéressant. C'est que fondamentalement, le but et le focus ne doit pas être sur la question, le focus doit être la réponse que j'ai envie d'obtenir. Et obtenir des réponses, c'est un objectif qui nécessite d'ajuster son approche en fonction des retours qu'on obtient comme un distributeur. Si l'input, donc la question, n'est pas pertinent,
eh bien l'output, donc la réponse, ne le sera pas non plus. En bref, à question stupide, réponse stupide. En vente, par exemple, on n'est pas du tout dans l'affirmation, on est plutôt dans la question. Parce que ça permet à l'autre de construire lui-même le raisonnement qui mène à la décision. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire de l'affirmation et c'est beaucoup plus puissant que de lui imposer un argumentaire et que lui il dise oui, t'as raison ou pas. Parce que du coup, on le place dans cette situation de devoir mettre son ego de côté, ce qui est très difficile dans une situation de vente. Et même avec l'IA aujourd'hui, le piège, c'est de prendre les réponses pour acquises sans les questionner, sans reposer les questions derrière, sans aller creuser encore plus les réponses qu'elle nous donne. Et la vraie valeur, c'est de faire en sorte que l'IA, ou n'importe quelle source, nous pose aussi des questions pour que notre propre réflexion progresse. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, ça veut dire que, par exemple, en appel de vente, au lieu de dire « notre offre résout X problème », c'est plutôt de demander comment ça se passe aujourd'hui pour vous sur X ou Y ou Z. Et alors le prospect formule lui-même ses douleurs, ses difficultés, ce qu'il vit au quotidien, pour que la solution devienne évidente à ses yeux. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il te faudrait, etc., etc. Et c'est là qu'on arrive à, ça tombe bien, c'est exactement ce que nous on propose. Bref. Je vous laisserai regarder des tutoriels sur de la vente, ça n'est pas le but de cette vidéo. Par exemple, autre point, en networking. Au lieu de vendre votre projet, votre activité, ce que vous faites, posez plutôt des questions sur l'interlocuteur, parce que c'est ce qui crée vraiment une connexion et ce qui souvent fait émerger des opportunités, parce que le pitch direct n'aurait jamais vraiment marché et ça n'aurait vraiment jamais révélé ces opportunités. Parce que globalement, je pense que vous l'avez déjà vécu si vous avez déjà fait du networking. Quand juste vous racontez votre vie, la personne s'endort. Surtout quand c'est des gens qui sont intéressants. Et ils préfèrent beaucoup plus parler d'eux que d'écouter les autres. Donc posez des questions. Alors pourquoi c'est utile ? En fait, c'est une compétence qui est transversale, qui vous est autant utile dans le perso que dans le pro, et surtout qui vous est utile même dans le pro, dans plein de domaines différents de l'entrepreneuriat. Que ce soit le networking, que ce soit la vente, que ce soit la gestion client, que ce soit le recrutement, peu importe, poser des questions, ça devient un outil extrêmement puissant. Et donc, c'est un muscle qui est évidemment à développer parce que ça a des bénéfices et des retours sur investissement en termes de temps et d'énergie à apprendre cette compétence qui est monstrueuse. Puis ça enlève et puis évidemment ça enlève de la pression. Je sais que j'en parle beaucoup, mais je trouve ça important de se retirer de la pression. Je l'ai pas noté comme une leçon, mais c'est une des leçons que j'ai retenues, c'est que ça sert à rien de se mettre de la pression. L'entrepreneuriat nous mettra de la pression tout seul. Et donc ça enlève de la pression de devoir avoir les bonnes réponses. On pense souvent qu'on doit tout savoir, qu'on doit toujours dire je sais, je suis expert de je ne sais quoi. Non. On n'a pas les réponses et au contraire, poser de bonnes questions, c'est beaucoup plus pertinent. Il suffit d'avoir les bonnes questions et en fait, les réponses, elles viennent de l'extérieur. C'est d'ailleurs tout le principe et tout le concept du podcast. Alors, autre leçon que j'ai retenue, qui est extrêmement importante, et c'est la 6e leçon de cette liste de leçons que j'ai retenues, c'est que la sociabilité et l'isolation sont 2 moments aussi importants l'un que l'autre pour l'entrepreneur. On valorise énormément la sociabilité de l'entrepreneuriat, le networking, le fait de réseauter, d'échanger, d'être visible, d'avoir un réseau et d'être sur les réseaux et donc d'avoir une communauté. C'est bien et c'est extrêmement utile, mais on oublie souvent les moments d'isolation, de retrait, de repli, de prise de recul, parce que c'est aussi essentiel. Parce que sans isolation, en fait, on peut pas faire le vrai travail de fond, ce que personne ne voit. Et c'est hyper important de faire des choses que personne ne voit. Et c'est ce qui crée cette accumulation, cet effet cumulé. Et dans la sociabilité, c'est vrai qu'il y a la confrontation d'idées, c'est la réception de feedback, c'est aussi de nouvelles idées qui circulent et qui viennent enrichir une réflexion qui est non seulement plus profonde, mais qui nécessite aussi des moments où on est seul face à nos propres réflexions. Et donc, s'il y a un déséquilibre d'un côté ou de l'autre, il y a un problème. C'est-à-dire que trop d'isolation, et du coup on tourne en rond autour de nos propres idées, et si jamais il y a trop de sociabilité, il y a trop d'input extérieur, et donc on n'a plus le temps d'intégrer les informations, de fonder notre propre avis, et donc finalement de solidifier ce qu'on pense, ce qu'on fait, et de manière générale ce qu'on conscientise. Et donc c'est hyper important d'avoir les deux pour bâtir seul
ou en tout cas de manière isolée, une vraie manière de penser, une vraie opinion, et ensuite, en communauté, en réseautage, la confronter aux autres pour y ajouter de nouvelles informations. On se re-isole, pardon, et on arrive à une amélioration constante de notre manière de penser et de faire. Alors concrètement, un entrepreneur qui passe son temps en networking, en call, en collaboration, mais qui a jamais 3-4 heures d'isolation, où il prend le temps de réfléchir, de se poser sur ce qu'il a obtenu, de produire en profondeur, en fait son business, il avance lentement parce que son exécution se fait toujours entre deux rendez-vous, entre deux networking, entre deux after-work. Au contraire, celui qui est perpétuellement isolé, qui travaille H24 sans jamais se confronter ses idées, sans jamais saisir des opportunités à l'extérieur, ou même juste échanger avec d'autres entrepreneurs, avec des clients, avec ses pairs, en fait, il peut passer des mois, voire des années, à optimiser quelque chose que le marché ne veut même plus. C'est-à-dire que l'intérêt aussi d'aller vers l'extérieur, c'est de comprendre un marché, c'est de comprendre ce qui s'y passe, c'est d'échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont lu les choses différemment que nous. Et donc, pourquoi est-ce que c'est utile ? Eh bien, ça donne une grille de lecture qui est hyper simple pour structurer sa semaine. Des moments de production en isolation et des moments de sociabilité. Et donc, ça permet de ne pas le culpabiliser de faire l'un ou l'autre si on a plus d'appétence et de plaisir à faire l'un que l'autre. Je pense que c'est hyper important de faire les deux. Et si je devais parier, je dirais que vous penchez plutôt d'un côté, qui est l'isolation et peu de confrontation. Vous produisez probablement seul, vous vivez votre entreprise, votre activité quasiment seul, et vous tournez en rond seul autour de vos propres idées, sans jamais les frotter à l'extérieur. Or, je viens de vous le dire, c'est extrêmement utile aussi de sociabiliser, de faire partie d'un groupe d'entrepreneurs, ou en tout cas de réseauter régulièrement, d'appartenir à la communauté des entrepreneurs de manière générale. Parce que, évidemment, la sociabilité, c'est confronter vos idées, c'est récupérer du feedback et c'est sortir de votre tête. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé la communauté Créapreneur. Cette communauté, elle est gratuite, elle se trouve sur Skool et elle vous propose des ressources qu'on met nulle part ailleurs, des lives chaque semaine, des entrepreneurs qui réfléchissent et qui avancent comme vous, et un accès direct à moi, ainsi qu'à mon associé Charles, pour toutes vos questions, tous vos besoins, tout ce qu'on peut faire pour vous aider. Parce qu'évidemment, toutes ces leçons n'ont aucun intérêt si elles sont juste écoutées seul dans votre coin, devant votre petit carnet. Ce que je vous recommande, c'est de les confronter au monde extérieur, et notamment à des personnes qui comprendront ces sujets comme des entrepreneurs. Le lien est en description, c'est gratuit. À l'heure où je tourne ce podcast, on est plus de 100 membres. Alors si ça vous intéresse et que ça peut vous servir, eh bien rejoignez-nous, arrêtez d'avancer seul. Bref, on est reparti ensemble pour la suite de ces leçons. 7e leçon, c'est que rien n'est acquis par mérite. L'idée que ceux qui en font plus et qui en méritent plus auront plus est fausse. Que ce soit l'argent, que ce soit les relations amoureuses, amicales, entrepreneuriales, vous n'obtenez rien par mérite. Évidemment, quand vous obtenez quelque chose que vous méritez, on peut se dire « c'est normal, je l'ai mérité, super ». Le truc, c'est que probablement que vous ne l'avez pas obtenu uniquement par mérite. Vous l'avez probablement aussi obtenu par chance, par concours de circonstances, par intelligence d'action plus que par effort. Et donc, je pense que c'est hyper important. Cette leçon-là, elle est vraiment utile et serviable parce que vous n'avez pas besoin de mériter ce que vous avez pour vous en satisfaire, pour en être fier, pour... je cherche le mot en français, mais l'enjoy. J'ai envie de me frapper parce que je fais c'est le mec qui sort des mots anglais. Mais en gros, pour en profiter, pour la savourer. Voilà. Et ça ne veut pas dire que pour autant, vous ne devez pas travailler dur. Y a beaucoup de gens qui travaillent énormément et qui sont des gens très honorables, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que travailler dur ne vous garantit pas d'avoir un résultat que vous méritez. C'est vraiment ça qui est hyper important. Et en général, on est très frustré par ça. Surtout dans l'entrepreneuriat, on travaille énormément et on n'a pas de résultat, on n'obtient pas ce qu'on mérite. Et c'est très frustrant et c'est normal en fait. Parce que l'entrepreneuriat, le résultat entrepreneurial ne se fait absolument pas au mérite. En tout cas, pas d'un point de vue de l'effort. Et je pense que c'est très important de le voir comme ça parce que on ne culpabilisera alors plus d'avoir fait beaucoup d'efforts et de ne pas avoir obtenu. Parce qu'en général, quand on pense comme ça, on se dit
Bah, c'est que je suis bête, c'est que j'ai pas été suffisamment pertinent ou autre. Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être un manque de chance, ça peut être un manque d'opportunité, ça peut être un manque de conscience, ça peut être un manque de connaissance. Il se peut que ça ne soit pas de la bêtise. Parce que, comme je viens de vous le dire, et comme je l'ai appris et durement, clairement, eh bien, le résultat entrepreneurial n'est pas du tout obtenu au mérite. Et c'est vrai autant pour l'argent que pour les relations, que pour le pouvoir, que pour la liberté. Ça ne suit aucune loi méritocratique. Il y a des gens qui naissent dans la pauvreté, des gens qui naissent sans liberté, des gens qui naissent sans pouvoir et qui n'en auront probablement ou peut-être jamais. Ils n'ont pas mérité cela, ils n'ont rien fait pour mériter cette vie et pourtant ils l'ont. Et c'est hyper important de comprendre que la vie n'est pas faite au mérite. Parce que nous, on vit dans notre petit cercle social occidental, mais la réalité, c'est que le monde entier ne fonctionne pas au mérite. C'est faux. Et donc, c'est hyper important de le penser comme ça, parce que le rêve américain est une narrative qu'on nous a beaucoup vendue et qui est encore présente aujourd'hui, qui nous fait beaucoup culpabiliser quand on n'obtient pas du résultat. Parce que du coup, on se dit, j'en ai pas fait assez, j'ai pas assez bossé, il faut que je fasse plus, il faut que je produise plus, que j'aille plus vite. Et ça nous mène à des situations où non seulement on obtient encore moins le résultat, mais en plus de ça, on se fatigue, on s'épuise, on finit par abandonner et perdre à ce fameux jeu dont je parlais tout à l'heure, le jeu d'attrition. C'est-à-dire qu'on perd à ce jeu-là parce qu'on s'est suffisamment épuisé pour avoir envie d'abandonner. Alors que, au contraire, il faudrait chercher l'amusement, l'obsession durable et positive dans ce qu'on fait et ne plus se focaliser sur je mérite ça parce que j'ai fait beaucoup d'efforts et pourtant je ne l'ai pas. Au contraire, amusez-vous à faire beaucoup d'efforts. Je trouve ça beaucoup plus pertinent. Alors, un cas concret de cela, c'est un entrepreneur qui travaille 80 heures par semaine, ça existe, j'en ai été, et il fait ça depuis 3 ans. Il n'a pas de vie sociale, il a fait tout ce qu'il faut, mais il reste bloqué pendant que quelqu'un d'autre qui a commencé il y a beaucoup moins de temps, qui fait beaucoup moins d'heures, obtient plus de résultats que lui, voire totalement les résultats qu'il voulait. Eh bien, c'est probablement parce que cette personne qui a commencé plus tard et qui a fait du coup moins d'efforts que lui, a éventuellement compris des mécanismes et des premiers principes que cette personne sur 3 ans n'a toujours pas compris, parce qu'elle s'est focalisée sur les mauvaises choses. Et donc, évidemment, l'un va plus vite et obtient plus de résultats, pas parce qu'il a fait plus d'efforts ou parce qu'il le mérite, mais parce qu'il a cherché à comprendre des choses qui le feraient avancer plus rapidement, malgré le retard ou la baisse d'efforts. Et donc, je trouve ça super important. Pour le coup, là où l'entrepreneuriat n'est vraiment pas un sport, c'est dans la méritocratie. Évidemment que dans le sport, même s'il y a ce côté talent dans le sport qu'on retrouve, et donc c'est ce côté chance, ce côté mérite, et même dans les opportunités d'ailleurs, mais dans le sport, on a beaucoup plus cette notion de celui qui fait beaucoup d'efforts, il a de toute façon ses chances, et il aura de toute façon une part de ce qu'il mérite. Là où l'entrepreneur, peu importe s'il travaille beaucoup ou pas, ça n'est pas, ou en tout cas moins corrélé que dans d'autres domaines, parce que quelqu'un qui a très bien compris des premiers principes et qui travaille très peu peut avoir d'excellents et de très gros résultats. Alors pourquoi est-ce que c'est utile ? Eh bien déjà parce que ça enlève la frustration énorme et stérile, c'est celle d'arrêter d'attendre que l'univers rééquilibre en fonction de notre effort, que cette espèce d'équilibre de la loi de l'attraction, de ce que l'on mérite, finalement que ça se rééquilibre tout seul. Ça n'arrivera pas, parce que vous n'obtiendrez rien par mérite. Et puis, ça redirige l'énergie vers la seule chose qui a un effet réel, c'est d'augmenter votre niveau de conscience, de compréhension des mécanismes invisibles qui régissent quoi que ce soit dans l'entrepreneuriat et plus spécifiquement qui régissent les problèmes que vous vivez au quotidien. Alors, 8e leçon, c'est que l'intelligence, c'est un don qui est utile, mais ça n'est pas un facteur nécessaire. De la même manière que l'effort ou le mérite ne sont pas des facteurs, l'intelligence n'en est pas non plus. Et je vais vous donner un exemple très concret. Vous avez déjà vu autour de vous des gens qui ont l'air complètement stupides, mais vraiment bas de plafond, et qui pourtant ont des résultats financiers avec leur entreprise qui est incroyable. C'est étonnant tout de même. Eh bien, pourquoi ? Parce que l'intelligence dans l'entrepreneuriat, et c'est ce que Basile Vierne me disait, ça n'est pas un muscle qu'il est souhaitable de contracter en permanence. Parce qu'en réalité, un entrepreneur qui est toujours trop intelligent, qui réfléchit toujours trop, n'agit pas, ne récupère pas de feedback, et donc finalement n'obtient pas de résultat. L'entrepreneur n'est pas un penseur, l'entrepreneur n'est pas un mathématicien, l'entrepreneur est un acteur, quelqu'un qui agit.
et évidemment qui doit agir de manière pertinente et intelligente, mais je pense que c'est bien de planifier et que pour autant, il y a un moment donné, il faut agir et que parfois ça nécessite pas de l'intelligence, ça nécessite, comme on l'a vu dans les premières leçons, de la répétition, de l'action, du courage, de la discipline, beaucoup plus que de l'intelligence. Et c'est hyper important de vraiment chercher à agir parce que c'est Jacques Brel qui le disait, la bêtise c'est de la paresse. C'est-à-dire que au lieu de chercher à être de plus en plus intelligent, il faut chercher à être de moins en moins bête en agissant de plus en plus. Et pour moi, c'est ça, cette leçon que l'intelligence c'est utile, mais ça n'est pas un facteur absolument nécessaire et déterminant dans la réussite dans l'entrepreneuriat. Et l'autre point, c'est que, et c'est un piège dans lequel on peut tomber et dans lequel j'ai failli tomber, et des fois même je me surprends à y retomber, c'est que le fait d'être intelligent ou d'avoir un niveau d'intelligence qui est un peu plus élevé que la moyenne, ça peut aussi vous faire tomber dans cette idée, de toute façon j'ai des facilités, j'ai du talent et donc de l'intelligence, et donc c'est plus facile, j'ai moins d'efforts à faire, ce sera plus simple pour moi de réussir dans l'entrepreneuriat. Faux, complètement faux, complètement faux. Pas du tout. Au contraire, quelqu'un de trop intelligent va surréfléchir les échecs, ce qu'il vit au quotidien, etc. En tout cas, il peut le faire, il peut tomber dans ce piège-là, alors que quelqu'un qui a peut-être un niveau d'intelligence et de conscience qui est moins élevé va juste enchaîner sans réfléchir. Et pour le coup, ça peut avoir un vrai impact sur la réussite. Et donc, c'est hyper important d'être capable de trouver le bouton on-off de l'intelligence dans votre cerveau pour être capable de l'activer ou de le désactiver au moment opportun. Alors, on va prendre un cas concret. C'est deux entrepreneurs qui se lancent sur le même type de business. Le premier est un entrepreneur qui est brillant, intelligent, qui comprend tout vite, mais qui considère qu'il sait déjà. Il sait déjà les choses, et donc voilà, il n'a pas besoin d'apprendre plus. Il est déjà suffisamment intelligent. Le second, il est plus lent, mais il pose plus de questions à tout le monde, et il reste et il agit en permanence. Dans 5 ans, je vous parie que le second aura plus qu'un avantage, il aura vraiment de l'avance sur non seulement de résultats, mais surtout de compréhension du marché qui sera écrasante, simplement parce qu'il n'aura jamais arrêté, il aura été beaucoup plus constant, et surtout il aura pris l'habitude, ce sera, on en parlait dans cette vidéo, ce sera devenu automatique d'aller chercher à l'extérieur les réponses qu'il n'a pas en lui. Et donc, pourquoi est-ce que c'est utile ? Eh bien, ça enlève une excuse énorme, c'est vraiment l'idée de dire de toute façon, je ne suis pas suffisamment intelligent pour réussir dans ce domaine. C'est faux. Vous n'avez pas besoin d'intelligence pour réussir. Et au contraire, vous devez considérer que l'intelligence, dans tous les cas, ne sera un outil qu'à partir du moment où cette intelligence a matière à réfléchir, avec les bonnes données, avec le bon niveau de conscience et de compréhension, et de data, d'informations intégrées. Et donc, si vous n'allez pas chercher, si vous n'allez pas poser les questions, si vous ne cherchez pas à agir pour récupérer du feedback, votre intelligence ne vous sert à rien. Et je m'en suis rendu compte à travers ces podcasts, à travers ce que j'ai fait au quotidien. D'ailleurs, pendant ces 30 podcasts, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai beaucoup plus agi que réfléchi à est-ce que ce podcast était pertinent, est-ce que visuellement c'était bien, est-ce que l'invité était cool. Non, j'ai juste agi, j'ai surpréparé mes podcasts, j'ai fait en sorte qu'ils soient qualitatifs. Et aujourd'hui, ils ne marchent pas encore énormément. Mais pour autant, je sens que déjà j'ai plus de retours qu'avant, que la pertinence elle est en train de grandir, et ça vient uniquement par le biais de l'action, le fait de faire. Et donc j'ai fait des podcasts, et j'ai pris plaisir dans ces podcasts. Bref, leçon numéro 9, l'empathie n'est ni une façade morale, ni un outil inutile, bien au contraire. J'en parlais pendant un podcast, je ne sais plus exactement comment je le définissais, je crois que je disais que l'empathie c'était globalement se rendre capable d'un niveau de conscience suffisamment profond pour éprouver sincèrement les joies et les souffrances d'autrui. Et ce que ça veut dire, c'est que l'empathie, c'est pas ce qu'on pourrait penser comme étant la capacité à consoler l'autre ou à l'écouter, à ressentir de l'empathie, du pathos chez l'autre, simplement parce qu'on le voit souffrir. Ça n'est pas vrai. En fait, pour moi, l'empathie propre à l'entrepreneuriat et même à toutes les relations, c'est d'abord se rendre capable d'un niveau de conscience, ce qui veut dire comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et donc poser des questions. Et c'est pour ça qu'en vente, on nous dit tout le temps, pose des questions sur la situation actuelle, sur les douleurs, sur la situation désirée. Parce que c'est ça en fait, les joies et les souffrances d'autrui. C'est ce qu'il vit au quotidien, c'est sa situation. Si je ne la connais pas, je ne peux pas ressentir de l'empathie, ça n'est
pas possible. Et donc, cet outil de l'empathie, c'est le moyen, finalement, de permettre à l'autre de se rendre compte qu'on a suffisamment compris ce qu'il vivait pour ressentir ce qu'il vit, et donc savoir et être finalement la personne la plus pertinente à écouter quant à nous guider sur la meilleure solution pour nous. Je m'explique. Si jamais je suis face à un vendeur qui fait preuve d'une empathie telle qu'il arrive à ressentir ce que je vis au quotidien depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, qu'il a un niveau d'empathie qui est extrême, qu'il est capable de décrire avec précision tout ce que je vis en termes d'émotions, même des choses que je lui ai pas dites, bah probablement que ça va être la personne en qui j'aurai le plus confiance pour me dire « tu as besoin de ça ». Parce que lui a compris, plus que n'importe qui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on va écouter nos psys, c'est pour ça qu'on va écouter nos meilleurs amis, parce qu'ils nous connaissent depuis des années, parce qu'ils savent faire preuve d'empathie, parce qu'ils ont suffisamment d'informations. Et donc, ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'empathie, c'était un super outil, pas que en vente. Là, je vous ai donné l'exemple de la vente, mais c'est aussi utile dans le networking, c'est aussi utile dans vos relations personnelles, c'est aussi utile quand vous allez networker, enfin, c'est utile dans tout, en fait. De la même manière que poser les questions, c'est très très lié. Et donc, faire preuve d'empathie, c'est vraiment hyper utile, et c'est pas un espèce d'élément qui fait pas d'argent, qui n'est pas utile, qui va vous freiner. Non, au contraire, faire preuve d'empathie, c'est ajouter de l'humain dans un monde où il y en a de moins en moins, dans un monde où on est de moins en moins capable de faire preuve d'humanité, et je pense que c'est ce que les gens vont rechercher le plus. Alors, plus concrètement, on va essayer de se regarder un petit cas concret. Un entrepreneur qui communique « je veux vraiment aider les gens », sans jamais avoir cherché à vraiment comprendre ce que vivaient les gens et à essayer de se rendre capable d'empathie, manque de cohérence. Et la réalité, c'est que si je comprends pas les blocages de ma cible, ses douleurs, ce qu'elle vit au quotidien, etc., mon message, il va sonner creux. Il n'aura pas de profondeur, il n'aura pas de résonance émotionnelle chez qui que ce soit. Et donc, ça convertira pas vers une offre. Alors qu'un entrepreneur qui prend le temps de véritablement comprendre et ressentir ce que son prospect vit et pourquoi est-ce qu'il peut hésiter, sa peur de l'échec, ses mauvaises expériences par le passé, son manque de confiance en lui ou dans les autres, et bien en fait ça va lui permettre d'ajuster son discours à la fois pendant un appel de vente, mais aussi quand il va créer du contenu, quand il va accompagner des gens, etc. Et donc ça se traduit directement dans le résultat qui va être obtenu, à la fois d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue derrière des résultats de ses clients. Alors pourquoi est-ce que c'est utile ? En fait, ça réconcilie deux mondes qu'on présente souvent comme opposés. C'est le être quelqu'un de bien et faire du cash, ou en tout cas avoir une activité, une entreprise qui fonctionne. En fait, l'empathie bien utilisée, c'est un formidable véhicule de génération d'argent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ça donne un cadre concret à l'amélioration de son marketing, de son offre, de sa vente, pas en cherchant des techniques, en cherchant des scripts magiques, pas du tout. Par contre, c'est comprendre le fonctionnement fondamental de ce que c'est l'empathie, parce que c'est ce qui explique les scripts de vente. Et donc du coup, je me rends indépendant de « Ah, maintenant c'est ça le nouveau script de vente incroyable et magique ». Non, savoir faire preuve d'empathie, c'est se rendre capable d'un niveau de conscience suffisamment profond pour ressentir les joies et les souffrances d'autrui. À partir du moment où je comprends et j'intègre ça, en fait, j'ai même plus besoin de script de vente, j'ai juste besoin de me rendre capable d'empathie. Point. C'est tout. Et donc, ça permet aussi de mieux comprendre l'humain qu'on a en face de soi. D'ailleurs, je vous demande à l'occasion de cette leçon de faire preuve d'empathie, puisque je viens de perdre ma lumière bleue qui était sur ma gauche et qui ne marche plus pour le tournage de ce solo podcast. Ce n'est pas un problème, mais je vous demande de faire preuve d'empathie puisque c'est une immense frustration technique. On poursuit avec la leçon suivante qui est que penser outside the box nécessite d'avoir été longtemps dans la box avant. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise de mon associé Charles. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué à travers cette leçon et un de nos podcasts, c'est qu'il y a une idée romantique du génie créatif isolé qui a une révélation soudaine. Et en fait, ça, c'est un mythe. C'est-à-dire que la créativité et l'innovation, le fait de penser à quelque chose de nouveau qui n'a jamais été pensé, ça ne vient jamais du néant, ça vient jamais d'une inspiration divine. Au contraire, c'est sortir des limites d'un domaine que l'on maîtrise depuis suffisamment longtemps pour en connaître tout le contour et tout le contexte. Et typiquement, si je dois vous prendre un exemple, c'est l'exemple d'Eureka d'Aristote.
d'Archimède, pardon. Archimède qui est dans son bain et qui découvre la pesanteur en sortant Eureka. Archimède, à cette époque, il est déjà âgé et surtout, ça fait déjà des dizaines d'années qu'il étudie la physique et les mathématiques. C'est pas quelqu'un qui invente par je ne sais quel miracle qui se dit Eureka, je viens d'inventer la pesanteur, ou demain un médecin qui a fait 1 an d'études de médecine se dit Eureka, j'ai trouvé le remède pour le cancer. Peu de chances que ça arrive. Par contre, un médecin qui a étudié ça pendant 20, 30, 40 ans et qui découvre un remède, ça semble d'un seul coup beaucoup plus cohérent. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'allez pas réinventer la roue en 6 mois d'entrepreneuriat. Impossible. Par contre, ce que vous pouvez chercher à faire, c'est maîtriser la boxe de l'entrepreneuriat en allant chercher justement à comprendre ce jeu de l'entrepreneuriat, en allant chercher à innover dans l'entrepreneuriat à votre échelle pour qu'un jour vous puissiez vraiment créer votre propre mouvement. Et je pense que c'est important de pas vouloir tout de suite réinventer complètement tout le système, vouloir réinventer comment fonctionne l'entrepreneuriat et plutôt chercher à ajouter ces petites pierres à l'édifice. Et donc, si vous voulez vraiment être un penseur à contre-courant, commencez par comprendre comment fonctionne le courant. C'est vraiment ça ce que ça veut dire. Par exemple, on prenait l'exemple de Einstein. Il n'a pas inventé la relativité en partant de rien. Il a d'abord absorbé énormément, une quantité immense d'informations sur la physique quantique, sur les mathématiques, etc., avant de sortir ça. Et je pense que c'est important, même s'il est très intelligent, il avait besoin de toute cette expérience. Alors concrètement, un entrepreneur qui se lance dans un domaine qu'il ne connaît pas, en cherchant immédiatement à créer un angle qui est disruptif, qui est différent, en fait, il va proposer quelque chose qui a probablement déjà été tenté ou qui ne tient absolument pas compte du marché et de ce qui l'attend. Et puis, autre point, c'est cet entrepreneur-là donc qui va se lancer là-dedans, il va totalement échouer. Alors qu'un entrepreneur qui passe 1 ou 2 ans ou 3 ans à maîtriser réellement, même pas son domaine, mais même juste un point ultra précis, ultra spécifique de son domaine, et qui va chercher à comprendre les choses, comme pourquoi les choses elles sont faites comme elles sont faites, en fait, il va vraiment comprendre les contraintes de son domaine, de cet élément très spécifique, et donc il sera capable de sortir de ce courant-là de pensée actuelle ou de manière de faire pour quelque chose de complètement différent et qui n'existe réellement pas. Alors, pourquoi est-ce que c'est utile ? Eh bien, déjà, ça vous permet de déculpabiliser, et moi, je m'en suis rendu compte, ça m'a vraiment déculpabilisé sur l'idée que je suis pas un génie créatif, j'ai rien innové, j'ai pas innové, j'ai pas construit quelque chose de nouveau ou autre. Et alors, ce n'est pas un problème, au contraire. La phrase de je ne suis pas quelqu'un de créatif est fausse. Par contre, elle est vraie jusqu'à que vous maîtrisiez suffisamment un domaine pour que vous soyez quelqu'un de créatif. Et donc, ce que je pense, c'est qu'il faut passer du temps à apprendre à comprendre l'entrepreneuriat comme un étudiant de l'entrepreneuriat et observer un domaine de manière très spécifique. Et je pense que c'est important. Et moi, j'ai 24 ans. Je ne pense pas être encore suffisamment expert et compréhensif du domaine dans lequel je suis pour me permettre de dire je vais innover et créer quelque chose de complètement différent. Mais je peux chercher par petites touches à créer quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que j'ai cherché à faire à travers notamment ce podcast qui se veut différent, qui se veut être quelque chose de nouveau, de novateur dans le monde du podcast entrepreneurial en parlant de premiers principes et de choses beaucoup plus concrètes et applicables que ce qu'on entend jusqu'à présent dans le podcast francophone. 11e leçon, c'est que la créativité, ce n'est pas dupliquer, ce n'est pas cloner. Ce sont 3 concepts fondamentalement différents. Alors, pour moi, il y a 3 vraiment concepts clés qui sont abordés ici. Donc, c'est dupliquer. Donc, en fait, c'est reproduire un process qui fonctionne déjà. Donc, c'est vraiment du copier-coller de méthodologie, ce qui permet de construire un système, de scaler, d'avoir plusieurs personnes qui font tourner la même machine. Ça, je pense que vous l'avez déjà suffisamment entendu dans plein de contenus business, de Miro, etc. Ensuite, il y a cloner. Ça, c'est autre chose. C'est vouloir reproduire ce que fait déjà quelqu'un d'autre, son identité, son style. Et c'est structurellement impossible parce que personne ne peut être meilleur que toi à être toi-même. Ce qui veut dire que si vous créez du contenu en vous disant « je veux être comme lui », vous ne serez jamais lui. Et ça va se ressentir, et donc du coup, vous n'aurez pas du tout ce que lui, il a, c'est-à-dire une communauté, des gens qui s'attachent à sa personnalité parce que ça n'est pas la vôtre. Et donc, cloner, pour moi, c'est vraiment l'erreur fondamentale que beaucoup font en se disant « je ne sais pas faire, donc je vais faire comme lui ».
Faux, mauvais, pas du tout une bonne idée. Alors que créer, c'est résoudre un problème d'une nouvelle façon, ou résoudre un problème ou répondre à un besoin, donc même un besoin de, je sais pas, de divertissement, par exemple en créant du contenu, c'est résoudre un besoin ou un problème d'une nouvelle façon en s'appuyant sur une maîtrise profonde d'un domaine. C'est jamais partir de rien, comme on l'a dit avant, mais c'est toujours partir de fondations solides. Donc voilà, 3 mots différents, et pour moi, tous ces mots-là n'incluent même pas l'inspiration, ce qui est encore différent. C'est de dire, je m'inspire de ce qui existe déjà, mais je le fais à ma sauce. Et je trouve qu'en fait, l'inspiration, c'est vraiment cette idée intermédiaire entre je duplique et je crée. Et en fait, c'est l'étape intermédiaire quand j'ai pas encore suffisamment un niveau de maîtrise très élevé. Et c'est pas un problème, au contraire, je trouve que c'est même plutôt salutaire et pertinent parce que c'est le meilleur moyen de maîtriser un domaine. C'est d'agir dans ce domaine en essayant d'amener un petit peu sa patte tout en ne cherchant pas à réinventer la roue parce qu'on n'est pas suffisamment expert et maîtrisant d'un domaine pour se le permettre. Et le vrai point en fait que j'ai identifié, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, peut-être même toi qui regardes cette vidéo, qui font les 3 en même temps, qui essayent de créer, qui clonent complètement un créateur et qui dupliquent plein de méthodes, qui dupliquent plein de systèmes, qui dupliquent plein de choses qui sont déjà existantes sans réellement chercher à comprendre en profondeur le domaine dans lequel ils sont. C'est le but de ces podcasts. Et d'ailleurs, si jamais vous avez pas encore consulté la chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder les podcasts qui sont proposés parce que peut-être qu'il y en a certains sujets qui vont vraiment vous parler ou certains invités que vous avez vraiment besoin d'écouter parce que peut-être que vous les avez déjà vus sur leur contenu, mais jamais sous cet angle-là. Et peut-être que vous allez comprendre en profondeur ce que eux ils savent et ce que eux ils pensent. Donc si jamais ça vous intéresse, allez checker la chaîne. Je ne vais pas vous donner le chemin pour aller regarder les chaînes YouTube, je pense que vous êtes suffisamment éduqués pour ça. On passe maintenant au cas concret. On va imaginer un créateur de contenu qui copie le format, le ton, les punchlines d'un créateur qu'il admire, un clone, et cette première image, en fait, elle va jamais fonctionner parce que, en tout cas, ça va jamais fonctionner aussi bien parce que l'audience sent l'inauthenticité, le manque d'authenticité. Le même créateur qui identifie ses process de production, donc écriture, tournage, montage, et les documente pour pouvoir les transmettre à une équipe, là, il duplique. Donc du coup, il essaye de changer d'échelle, et donc concrètement, c'est ça que ça donne, le fait de dupliquer. Ensuite, s'il prend le temps de maîtriser profondément son sujet, son domaine d'expertise, et de proposer un angle que personne n'a encore pris, là, il est créateur. Là, il est créatif, il crée quelque chose de nouveau, il innove, sans pour autant tout réinventer, mais il crée son propre mouvement, il se rend indépendant de celui des autres. Alors pourquoi est-ce que c'est véritablement utile ? En fait, ça évite de perdre des années à essayer de devenir quelqu'un d'autre dans son positionnement, essayer de copier quelqu'un qu'on n'est pas, qui potentiellement nous inspire, mais qui n'est pas nous. Et puis ça redirige l'énergie, ça nous permet de nous focaliser sur être capable de dupliquer ce qui est à dupliquer, et de maîtriser ce qui est à maîtriser pour devenir un créateur. Et surtout de déculpabiliser le fait de s'inspirer, ce qui n'est pas plagier, c'est s'inspirer des autres en ajoutant progressivement sa patte au fur et à mesure qu'on gagne en maîtrise et en expertise. Voilà, ça c'était la 11e leçon. 12e leçon, c'est que être innovant dans un monde qui suit le mouvement est un avantage exponentiel. En fait, tout le monde suit le mouvement. On suit tous des méthodes, on suit tous... là, au moment où je tourne cette vidéo, c'est Claude et le second cerveau. Demain, ce sera la nouvelle IA, la nouvelle méthode, la nouvelle stratégie, le nouveau système. Et en fait, on suit tous ce mouvement-là répétitif si jamais vous êtes dans le domaine du business, que ce soit en ligne ou en physique, vous voyez tout le temps qu'il y a un espèce de roulement des méthodes et des fois, on se rend compte, tiens, ça existait déjà il y a 10 ans et on revient à la même. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que justement, dans un monde comme ça, se rendre capable de ne plus suivre le mouvement, c'est-à-dire d'avoir le sien et limite de rester dans le même pendant des années, ça nous rend totalement indépendants de ça. Et ça, c'est un edge qui est profond parce que c'est fatigant, c'est épuisant de suivre toutes les méthodes. Parce que ça veut dire qu'il faut abandonner l'ancienne, ou en tout cas mettre moins d'énergie dedans, mettre énormément d'énergie à apprendre la nouvelle et à la maîtriser. Et donc, c'est très compliqué finalement de... maîtriser tout le temps une méthode, on la maîtrise pas parce que en fait on change tous les 3 mois et donc c'est compliqué et je pense que ça demande beaucoup trop d'énergie. Donc le fait d'être innovant, de créer quelque chose de nouveau,
Ça vous rend vraiment indépendant et surtout reconnaissable pour ce mouvement. Cette nouveauté, cette chose qui n'existait pas, eh bien en fait, ça vous rend vraiment indépendant de tous les autres, de toutes les autres méthodes, de tous les changements. En plus, ça va de plus en plus vite. Et je pense que c'est vraiment intéressant de vouloir être innovant et de créer son propre mouvement. D'ailleurs, c'est dans un de mes podcasts, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre point, c'est qu'on voulait tous être des leaders. On veut tous, en tant qu'entrepreneur, lead, on veut tous diriger, on veut innover, être précurseur, et en même temps, on suit tous tout le monde. Et donc, il y a un biais, c'est Denzel Washington qui disait « You can't lead and follow at the same time ». C'est-à-dire que tu peux pas être un leader et en même temps suivre ce que tous les autres font. C'est impossible. C'est-à-dire que tu dois faire un choix. C'est-à-dire qu'un leader, il pense pas à ce que les autres vont penser de lui, il va pas penser à ce que les autres font, il va pas se comparer aux autres, il va juste avancer selon sa propre idée première. Et c'est tout, ses propres principes, ce que lui, il a compris. Et donc, c'est hyper important de comprendre ça et surtout de rester dans cette idée que si je veux être un leader, j'arrête de me focaliser sur ce que les autres vont penser, sur ce que le marché actuel fait en termes de méthode, en termes de stratégie, etc. Et je vais me focaliser plutôt sur comment est-ce que moi, je peux me rendre indépendant et surtout leader de mon propre mouvement. Et c'est suivre ses propres convictions, sa propre vision, sa propre mission, créer sa propre offre qui n'est pas comme les autres. Créer son propre mouvement, ça ne veut pas dire ignorer tout ce qui existe, ça veut dire maîtriser les fondamentaux, comprendre pourquoi les choses elles fonctionnent ou elles ne fonctionnent pas, et ainsi créer son propre mouvement dans cette masse-là, quelque chose qui n'existe pas encore et qui pour autant marche parce qu'elle suit les mêmes principes invisibles, ces mécanismes profonds qui régissent tous les autres mouvements qui ne font que changer. Alors, pour donner un cas concret, un entrepreneur en business en ligne qui crée son contenu en copiant exactement les codes des créateurs, les trends, etc., donc les mêmes formats, les mêmes structures, les mêmes scripts, les mêmes hooks, en fait, il va se fondre dans la masse. C'est-à-dire que c'est juste, c'est un contenu comme les autres. C'est un contenu que j'ai déjà vu, j'en ai vu 15, et c'est lassant. Et donc, je vais pas me souvenir de lui. Je vais pas le marquer comme étant « Ah putain, il a fait un contenu différent qui m'a marqué ». Et donc, son audience, elle a aucune raison de le choisir lui plutôt que quelqu'un d'autre, globalement. Pourquoi est-ce que je suivrais lui alors qu'il fait la même chose? Alors qu'un autre qui choisit d'exprimer une conviction profonde, même si elle est à contre-courant dans sa niche ou dans la forme, en fait, ça va polariser. Ça va créer du débat. Ça va faire en sorte qu'il y ait des gens qui vont adorer, d'autres qui vont pas du tout s'y intéresser, d'autres qui vont détester et qui vont mettre de la haine dedans, mais ça va polariser. Et donc, c'est une perspective qui va pas être retrouvée ailleurs, et c'est ça qu'on va vouloir suivre. C'est ce courage de faire différemment. Et je pense que les gens sont attirés par le courage, de plus en plus. Le courage a un côté magnétique, et je pense fondamentalement qu'un entrepreneur courageux attirera beaucoup plus de gens à lui qu'un entrepreneur qui fait comme tout le monde. Alors pourquoi est-ce que c'est utile? Eh bien en fait, ça repositionne la question de la différenciation. Au lieu de chercher comment je me distingue, la question utile devient qu'est-ce que je pense vraiment et que personne d'autre ne dit de cette façon-là. Et c'est vraiment important de se framer cette question-là de cette manière-là, parce qu'en fait, ça enlève la pression de devoir être validé, de devoir avoir sa vision de valider avant de s'exprimer. Mais c'est plutôt, je propose ma vision et elle sera validée par certains et par d'autres non. En fait, si tu attends que ta vision elle soit validée par le marché ou par les gens, en fait, c'est plus ta vision, c'est celle du marché. Donc, ce que je te recommande, c'est de suivre ta propre vision et de faire en sorte que le marché se fasse son propre avis sur ta vision. Et cette idée de créer son propre mouvement au lieu de suivre celui des autres, ce n'est pas juste une leçon de plus dans ce podcast, c'est véritablement ce sur quoi je travaille tous les jours au quotidien. Alors c'est une parenthèse qui ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à vous si vous êtes coach, formateur, freelance et que vous avez la sensation de suivre perpétuellement le mouvement, les méthodes qui vous sont proposées, les nouveaux hacks du mois, du trimestre et finalement de vous rendre dépendant de ces changements perpétuels. Et à force de vous rendre dépendant aux algorithmes, aux systèmes, aux méthodes, eh bien, vous avez l'impression que vous ne construisez jamais vraiment quelque chose qui vous appartient vraiment et qui sera vraiment périn. Et c'est exactement ce qu'on résout avec mon associé Charles à travers un accélérateur qu'on a appelé Créapreneur, qui est donc la suite de notre communauté gratuite et qui est donc un accompagnement sur 6 mois pour 5 personnes par mois pour transformer votre marque personnelle en un atout qui vous rend indépendant, justement, de ces méthodes, de ces changements, de tout ce qui modifie
perpétuellement votre manière d'agir. Et le premier pas pour rejoindre l'accélérateur, c'est prendre un appel avec moi ou avec un membre de notre équipe qui saura au mieux vous guider, non pas sur directement l'accompagnement, mais sur ce qui est le mieux pour vous. Le but de ces appels, c'est fondamentalement de vous apporter de la valeur, c'est-à-dire que ça n'est pas obligatoirement un appel de vente, mais plutôt un appel de guidage. C'est-à-dire que s'il y a besoin de refaire un autre appel plus tard, on le fera avec plaisir. Ainsi, si vous avez besoin aujourd'hui de comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez aujourd'hui dépendant et finalement plus maître de ce que vous faites et que vous n'avez pas créé vraiment quelque chose qui vous appartient, eh bien cet appel il est fait pour vous. Alors n'hésitez pas à le faire, c'est le deuxième lien en description. Prenez un appel avec nous, avec un membre de notre équipe, que ce soit moi ou Charles ou un membre de l'équipe, afin qu'on puisse vous guider au mieux et vous aider au mieux à travers les doutes que vous vivez au quotidien, parce que on le sait, c'est probablement le plus important pour vous, c'est d'être guidé par des êtres humains. Voilà, c'était dit, on enchaîne parce que les leçons qui sont à venir sont probablement les plus importantes de cette vidéo. La leçon suivante, c'est qu'un entrepreneur, ça n'est pas un dirigeant. Ce sont deux métiers différents qui sont tous les deux louables, mais qui ne sont pas les mêmes. Et je me suis rendu compte à travers tous nos podcasts qu'on confondait énormément la notion de CEO, PDG, chef d'entreprise avec entrepreneur. Et pour moi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que d'un côté, le chef d'entreprise est un gestionnaire. C'est quelqu'un qui gère quelque chose qui est déjà existant, qui fonctionne déjà. Et évidemment, ça peut être un excellent gérant et donc faire croître ce qui existe déjà, le faire grandir, le faire se développer, le faire bien marcher, le rendre plus périn. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas créé, qui n'a pas innové. En tout cas, si on parle vraiment uniquement d'un dirigeant, d'un CEO. Là où pour moi, on parle d'entrepreneuriat et d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a créé, c'est quelqu'un qui a innové, c'est quelqu'un qui a mis en place une vision nouvelle de résolution d'un problème existant dans une niche, dans un marché. Et donc, la réalité, c'est que on glorifie souvent le statut d'entrepreneur, alors qu'en fait, c'est hideux, fondamentalement. C'est pas beau à voir. L'entrepreneur, il galère. L'entrepreneur, il n'est pas compris. Il est souvent seul. En tout cas, il se sent seul, ce qui est différent. Mais même quand il sera entouré de 200 personnes dans la pièce, il aura l'impression que personne ne le comprend vraiment. Et je pense que c'est vraiment ça. C'est l'entrepreneur, il est dans le doute tout le temps. C'est faux de dire qu'un entrepreneur, il est riche, qu'un entrepreneur, il est tout le temps dans le succès. C'est pas vrai. Un entrepreneur, il est dans l'incertitude, il est dans le doute, il est dans la solitude. Parfois, il doit avoir plusieurs travails en même temps. Moi, ça m'est arrivé, ça peut m'arriver encore. C'est l'entrepreneur en soi, c'est pas quelqu'un qui a eu la belle vie. Là où un CEO a peut-être pas cette pression-là et cette solitude-là parce que il a finalement un peu un job de salarié, même si c'est un job avec énormément de pression et de responsabilité, mais c'est un job où il n'a pas le doute de son modèle, puisque son modèle, quand il le récupère ou quand il l'a, il fonctionne déjà. Mais par contre, ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que quand on est entrepreneur, on n'est pas condamné à être entrepreneur toute notre vie. On peut passer du statut d'entrepreneur à celui de CEO et de PDG. Une fois qu'on a dégagé l'idée de start-up, qu'on a passé, en général, on parle de 3 premières années, et qu'on a une boîte qui fonctionne bien, bah là, effectivement, on peut parler de CEO, de chef d'entreprise, et finalement, ce doute, cette incertitude, cette vision qui n'était pas comprise par tout le monde, bah si le modèle il est validé par le marché et que ça marche, c'est que la vision elle a été comprise, c'est qu'il y a une boîte, il y a une vision d'entreprise, il y a une culture d'entreprise et que potentiellement, cette personne-là, elle commence à être comprise, elle commence à avoir plus de certitude, elle commence à pouvoir se verser un salaire régulier tout le temps. Et donc là, on peut parler effectivement d'un chef d'entreprise, quelqu'un qui est un gestionnaire qui fait croître sa boîte. Donc on partait de l'entrepreneur et on arrivait à un chef d'entreprise. Et je pense que c'est hyper important de fondamentalement séparer les deux parce que je pense que la plupart d'entre vous aujourd'hui, et je me suis retrouvé dans ce cas-là aussi, je vous le dis, c'est qu'on se croit entrepreneur alors qu'en fait on est juste des chefs d'entreprise en herbe parce qu'en fait on copie des choses qui existent déjà et on crée jamais quelque chose de vraiment nouveau. On crée des boîtes, on est des créateurs de boîtes, mais on n'est pas du tout des entrepreneurs. Pour moi, des entrepreneurs, c'est des innovateurs, c'est des créateurs. C'est des gens qui proposent sur le marché une idée nouvelle, quelque chose qui n'existait pas, quelque chose qui n'était pas brandé de cette manière-là, quelque chose qui n'était pas souhaité, vu de cette manière-là, dans un marché, dans une manière de résoudre un problème. Et donc, je pense que si vraiment vous avez envie d'être entrepreneur, que vous aimez fabriquer, que vous aimez créer, que vous aimez innover,
sachez que ce sera une route qui sera vraiment pas fun, vraiment pas marrante parce que vous serez pas forcément compris. Par contre, non, c'est pas vrai. Ce sera pas que ce sera pas fun, c'est que ce sera pas le fun que vous imaginiez. Pas pareil. C'est-à-dire que le fun que vous allez trouver, c'est dans le fait de pouvoir exprimer une vision que personne n'a jamais exprimée. Et ça peut être extrêmement marrant, ça peut être très fun. Mais par contre, ne vous imaginez pas qu'en tant qu'entrepreneur, vous serez riche, que vous serez forcément successful, que vous allez réussir à un niveau qui est exceptionnel. Je dis pas que c'est pas le cas, mais c'est que il y a un moment donné où le côté entrepreneuriat sera potentiellement un peu mangé par le côté gestion, parce que vous aurez déjà créé quelque chose qui marche et qu'il faudra le gérer. Et là, vous ne pourrez plus entreprendre, vous ne pourrez plus innover, créer, en tout cas, ce sera plus dur. Et pas de la même manière, ce ne sera pas aussi dévergondé et chaotique, parce que vous ne serez plus dans un esprit créatif, vous devrez sécuriser ce qui existe déjà. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est important, parce que du coup, si jamais votre vocation c'était d'entreprendre et que vous êtes en train de devenir un CEO parce que vous avez juste créé une boîte, peut-être que le manque d'alignement que vous avez, c'est ça. Et à contrario, si jamais vous êtes entrepreneur, que vous devez tout le temps innover, que ça marche pas, et qu'en fait, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous épuiser et que c'est pas vraiment ce que vous vouliez plutôt avoir une boîte, gérer des gens, être votre propre patron, devenez un CEO. Évitez de vouloir réinventer des choses et de créer des choses et d'innover si vous aimez pas ça, si ça ne vous amuse pas de le faire. Et je pense que c'est important de le visualiser, de le comprendre. On va prendre un cas concret, un entrepreneur qui s'est lancé seul dans son business en ligne et qui, en recrutant ses équipes, n'a rien délégué à personne, il continue de tout faire lui-même. En fait, c'est un entrepreneur dans un costume de dirigeant. Il est en train de devenir CEO sans le vouloir, mais il plafonne parce que il refuse de lâcher ce côté opérationnel et innovation, alors qu'il devrait le faire. A contrario, on peut par exemple penser à quelqu'un qui adore créer des offres, qui adore créer des contenus, des concepts, mais qui détestera profondément la gestion, les entretiens annuels, les process RH. Typiquement, ce gars-là, ce sera vraiment quelqu'un qui a besoin de continuer d'entreprendre, de créer des nouvelles boîtes, de revendre ses parts, en tout cas de ne pas devenir CEO. Alors que d'autres sont capables de faire cette bascule. Et dans le premier cas de l'entrepreneur, c'est typiquement le moment où il faudrait le faire. Alors pourquoi est-ce que c'est utile ? En fait, ça permet d'arrêter de culpabiliser, de ne pas gérer si ton truc c'est de créer. C'est-à-dire que si toi ton truc c'est vraiment de fabriquer, de créer des nouvelles choses, d'innover, ne pense pas à l'idée de devenir PDG un jour. Tu vas te brûler les ailes et tu vas cramer ton génie créatif, ce qui est dommage. Ça permet aussi de se poser la vraie question. Est-ce que mon projet actuel, ce que je suis en train de faire, est-ce que je continue d'être un entrepreneur dessus ou est-ce que je suis déjà passé en mode dirigeant ? Et si oui, est-ce que ça me rend heureux ou est-ce qu'au contraire, c'est ça qui fait que j'ai pas d'alignement, que je suis pas bien, que je suis pas heureux dans ce que je fais ? Et c'est une vraie question. Et du coup, qu'est-ce que je dois faire ? Et c'est ça les vraies bonnes questions qu'il faut se poser en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est des vraies questions applicables maintenant, tout de suite. Et je pense que vous devriez vraiment vous les poser si jamais vous ne vous les êtes jamais posées. Parce que c'est pas la même chose. Leçon numéro 14, la bêtise, c'est de la paresse masquée en contrainte. C'est évidemment une reprise de la citation de Jacques Brel que je vous donnais tout à l'heure. Mais en fait, ce qui empêche les gens de comprendre, de savoir et d'être, / d'avoir ce dont ils rêvent, c'est rarement un manque de capacité ou même d'information. C'est plutôt une capacité qui est incroyable à se justifier dans notre paresse en masquant tout ça sous une liste de tâches, de contraintes, de difficultés. C'est « j'ai pas le temps, je suis pas assez intelligent, c'est pas le bon moment, j'ai pas les ressources ». Et en fait, c'est souvent des reformulations optimisées de « je ne veux pas faire l'effort de comprendre, de chercher à lire, de chercher à réfléchir ». Et en fait, l'accès à l'information, à la connaissance, aux outils, ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Le seul vrai obstacle restant, c'est en fait, l'effort de se saisir de tout ça. Et donc, typiquement, pour moi, il faut chercher à être quelqu'un de curieux de manière désintéressée. En gros, c'est celui qui apprend et qui explore sans chercher un résultat immédiat. C'est juste, j'aime la curiosité, j'aime découvrir, j'aime apprendre. Et je pense que ce gars-là, le curieux désintéressé, il gagnera toujours sur l'ambitieux paresseux. Même si c'est quelqu'un de très dangereux, l'ambitieux paresseux, parce que c'est quelqu'un qui sera très frustré, qui fera que des coups bas. L'ambitieux paresseux, il n'obtiendra jamais ce qu'il veut. Parce que celui qui veut le résultat, mais qui refuse l'effort,
d'apprentissage et d'exploration, il n'aura jamais le résultat. Et c'est pas un jugement moral, c'est un jugement qui est factuel, qui est juste la réalité en fait de ce qui va se passer. Et l'obscurité, entre parenthèses l'ignorance, ça demande aucun effort pour y rester, alors que la lumière, donc le fait de comprendre, ça demande de sortir de l'obscurité. Et ça demande donc un effort. Alors concrètement, un entrepreneur qui vient vous voir et qui vous dit « mais j'ai pas le temps de lire ». J'ai pas le temps d'apprendre le marketing, j'ai pas le temps de comprendre la finance, c'est pas le bon moment pour moi pour me faire accompagner ou pour prendre des formations ou pour gagner en niveau de conscience, tout en passant des heures par jour sur les réseaux sociaux, sur des vidéos de motivation, d'entrepreneuriat, etc. En fait, la contrainte, c'est pas le temps, c'est l'effort. C'est la même chose que la personne qui vous dit quand elle doit reprendre le sport, « ah, j'ai pas le temps de faire du sport ». T'as 20 minutes par jour. C'est sûr que tu les as parce que tu les passes déjà sur Instagram. Si vous regardez le temps d'écran de tout le monde aujourd'hui, tout le monde passe au moins 20-30 minutes sur Insta, / Netflix, / YouTube, en divertissement. Donc vous avez le temps. On a tous le temps de faire du sport ou de nous instruire ou de lire des livres. Donc c'est faux de dire qu'on n'a pas le temps. Et donc c'est vraiment une contrainte d'effort. L'entrepreneur qui se lance dans une nouvelle compétence, qui se met par exemple dans un défi d'ultra learning, de montage vidéo, de copywriting, de vente, en sachant pertinemment qu'il sera mauvais au début, simplement parce qu'il refuse de laisser la peur de la médiocrité initiale le bloquer, c'est ce que disait Alex Hormozy sur le sujet. En fait, il va avancer, tandis que l'autre, il va attendre d'être prêt de manière indéfinie. Et donc forcément, cette deuxième personne, le curieux désintéressé, il avancera beaucoup plus vite. Alors pourquoi est-ce que c'est utile ? En fait, c'est utile parce que ça permet d'identifier quand est-ce qu'on masque nos projets avec des masques de contraintes. La prochaine fois que vous vous dites « je ne peux pas faire ça », en fait, la bonne question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment une contrainte qui m'en empêche ou est-ce que c'est juste que c'est de la paresse déguisée ? Du genre, est-ce que je pourrais casser ces contraintes de manière assez simple ? Et ensuite, ça permet de responsabiliser ce que tu fais entièrement dans tes mains, dans ce qui est inconfortable mais profondément libérateur, hein, clairement. C'est-à-dire que cette idée de j'ai tout dans les mains, tout est de ma responsabilité, c'est pas ouf comme sentiment, mais en même temps c'est très libérateur parce que le seul obstacle, c'est toi. Leçon numéro 15, c'est que la surpréparation, c'est la pire chose qui puisse arriver à un projet. En fait, la légitimité, elle se construit pas dans la préparation, elle se construit dans l'action. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai fait ce podcast parce que les premiers épisodes, ils marchaient pas, les miniatures étaient affreuses. Et au-delà de ça, je savais pas trop ce que je voulais faire de ce podcast. J'avais une idée, je voulais faire quelque chose de nouveau, je voulais casser une frustration que j'avais dans les podcasts que je consommais. Mais au fond, je savais pas vraiment ce que je faisais. Et en fait, au lieu de surpréparer et de me dire « Ok, je vais penser ce podcast pendant 8 mois et puis après, je vais commencer à faire des podcasts », je me suis dit « Faisons des podcasts ». Et du coup, ça m'a forcé à étudier rapidement comment est-ce que les autres podcasts fonctionnaient, comment est-ce qu'on développait un podcast, comment est-ce qu'on posait des questions, de quel sujet j'avais envie de parler, de quel sujet j'avais pas envie de parler, comment est-ce que je voulais me positionner. Et ça m'a forcé à le faire de manière très rapide parce que je faisais mes premiers podcasts très rapidement. Et plus en fait j'avance rapidement et moins je me prépare et plus j'ai de feedback sur ce que je fais. Ce qui veut pas dire que j'ai pas travaillé. J'ai préparé chacun de mes podcasts et le podcast que j'ai le plus travaillé, c'est Basile Vierne. J'ai mis 4 jours à le préparer. Et pour autant, même si j'ai beaucoup préparé ce podcast, la réalité, c'est que j'ai fait le podcast. J'ai pas attendu 2 mois. Et donc, c'est important, je pense, de pas surpréparer, surtout un projet entrepreneurial, parce que attendre le bon moment pour le projet, c'est le meilleur moyen de jamais arriver au bon moment. Donc, voilà, c'est clairement ce que j'ai appris dans cette leçon-là, c'est que la surpréparation, c'est vraiment une erreur. Et c'est un piège en fait. C'est un piège de se dire il faut que ce soit prêt avant de le lancer. Parce que on nous apprend à l'école à nous lancer dans une évaluation, dans une présentation, etc. en étant prêt. Il faut qu'on ait préparé le PowerPoint, qu'on ait révisé les cours et tout. Et dans l'entrepreneuriat, ça marche pas comme ça. Au contraire, il faut se lancer, il faut tester, il faut tenter. Parce que c'est la pire erreur à faire, de se dire il faut que je sois d'abord prêt avant de lancer ma boîte. C'est le pire truc à faire, même si évidemment il faut que ce soit prêt, il faut qu'il y ait un business plan, il faut que ce soit cohérent, notamment si on a des levées de fonds à faire ou une demande de prêt à la banque. Mais globalement, c'est comme ça que ça marche, quoi. Et puis l'autre point, c'est qu'en général, on a peur de pas avoir assez de légitimité. Or la légitimité, elle s'est jamais construite dans le fait d'avoir déjà accompli. La légitimité, elle se construit dans le fait que j'ai agi avant d'avoir la légitimité.
Voilà, tout simplement, j'ai fait en fait. Il y a une autre leçon qui arrive après, qui est le fake it until you make it versus make it until you believe in it. Je vous la mettrai juste après, mais non, logiquement c'est les prochaines. Mais effectivement, il y a vraiment ce sujet-là qui est hyper important, c'est la notion de légitimité, elle arrive pas au début, vraiment pas. Cas concret, un entrepreneur qui passe 6 mois à préparer un lancement parfait pour son offre, son site, peu importe, bref. Et en fait, pendant ce temps, il y a zéro preuve concrète qui existe. Il n'y a rien de son expertise, de ce qu'il fait, qui apparaît sur le marché. Et en plus de ça, le marché évolue complètement. Il arrive, il lance son offre, elle est déjà même plus alignée avec ce qui se passe sur le marché. À l'inverse, un entrepreneur qui lance une version imparfaite, un MVP, un truc minimal viable, et qui tient ses promesses, pas forcément parce qu'il était prêt à les tenir, mais parce qu'il a fait en sorte de les tenir, bah en fait, ce mec-là, il va obtenir de la preuve très rapidement. Le premier mois, les premiers clients. Et donc, ça, c'est la meilleure manière d'obtenir de la légitimité, c'est de commencer tout de suite, de ne pas attendre. Donc, si vous êtes en train de vous surpréparer à quelque chose, arrêtez, lancez un VP et commencez, quoi. Pourquoi c'est utile ? Parce que ça donne une grille pour évaluer est-ce que je dois encore me préparer en mode est-ce que je cherche de la légitimité ou est-ce que c'est juste que j'ai pas de MVP, j'ai pas d'offre fonctionnelle de base. Si jamais vous n'avez pas d'offre fonctionnelle de base, évidemment il faut la créer, il faut que ça marche, mais faites-la rapidement. Ça sert à rien de se préparer, de se surpréparer. Et c'est vraiment ce que j'ai appris dans ces podcasts. Et si jamais vous êtes en recherche de légitimité, le meilleur moyen de récupérer cette légitimité, c'est très certainement de lancer votre offre. Et puis ça redéfinit ce que c'est vraiment le fait d'être crédible. C'est pas tout avoir parfaitement préparé. Par contre, c'est exécuter rapidement et de manière pertinente et d'obtenir du résultat. Point. Leçon numéro 16 que j'adore, c'est l'invisibilité est un super pouvoir. Ne pas avoir d'audience, et c'est contre-intuitif, c'est absolument génial. C'est la liberté totale de tester, d'explorer et de savoir ce que vous avez envie de créer avant qu'il y ait une audience qui existe pour vous dire ce qu'elle veut. Quand personne ne nous regarde, on peut tester n'importe quel angle, n'importe quel format, n'importe quel fond, n'importe quel principe, n'importe quel message. Et je pense que c'est hyper important de comprendre que si vous n'êtes pas visible sur les réseaux, ça n'est pas une période qui est difficile. Parce que cette période-là, c'est la meilleure pour explorer, pour kiffer et créer du contenu. Et je l'ai fait pendant ces 30 podcasts. J'ai appris à aimer faire du podcast beaucoup plus qu'à aimer avoir des vues sur mes podcasts. Parce que déjà, j'en avais pas. Mais au-delà de ça, ça m'a permis de vraiment apprécier le process de je suis en train de créer quelque chose qui est à mon image. Je suis en train de gagner en compétences sur comment poser les questions, comment inviter de bonnes personnes, des personnes intelligentes, intéressantes. Comment créer des podcasts qui parlent, comment créer des longs to short. Bref, j'ai appris à savoir ce que je voulais créer, savoir ce que je voulais proposer comme message. Et maintenant que c'est le cas, si demain ça explose, j'aurais pas la pression de « putain, l'audience, elle veut quelque chose que moi je veux pas ». Parce que moi, j'ai créé du contenu tel que moi je le voyais. Et donc, s'il y a une audience qui l'aime, en fait, cette audience, elle va juste résonner avec ce que moi j'ai créé, pas avec ce que elle veut. Donc, j'ai pas créé du contenu pour elle, j'ai créé du contenu pour moi, en espérant que ça serve à une certaine audience. On verra si c'est le cas. Mais je pense qu'on devrait tous penser le contenu et même le marketing ou la manière de se mettre en avant sur nos réseaux, ou même pour nos offres, de cette manière. C'est-à-dire qu'on ne doit pas penser une offre en mode l'offre, elle va leur plaire, elle va avoir l'air bien. Non, cette offre, elle me parle à moi. Point. Et je pense que c'est super important de prendre l'invisibilité comme un super pouvoir et non comme une difficulté ou un mauvais moment. Et c'est un message qui va totalement à contre-courant de toutes les personnes qui vous disent qu'il faut être viral, qu'il faut avoir des vues, que les vanity metrics c'est important, etc. On est d'accord. Mais c'est ma vision. Je pense au contraire que le fait d'être invisible, c'est une bonne chose, surtout quand on débute, parce que ça vous permet de gagner en compétences sur plein de sujets. Parce que, vous avez l'envie d'avoir des résultats, et donc du coup, vous êtes obligé d'aller chercher de l'info sur comment est-ce que ça fonctionne. Et au-delà de ça, vous n'avez pas encore la pression d'une audience en vous disant « purée, j'ai 200 000, 300 000 abonnés, je sais pourquoi ils sont là, mais moi, j'ai plus envie de créer ce genre de contenu. J'ai envie de créer des contenus qui me ressemblent. » Mais ça veut dire que potentiellement, je vais perdre une partie, voire une grosse partie de cette audience.
Et ça, c'est une vraie pression. Et vous l'avez pas pour l'instant. Et ça, c'est génial en vrai. Parce que le jour où vous l'aurez, et le jour où je l'aurai, ce sera pas pareil. Parce que si demain, j'ai envie de changer de type de contenu, je le fais tout de suite. J'ai pas la pression de quoi que ce soit, je réfléchis même pas en fait. Et donc ça, c'est génial, ça me permet de tester plein de choses. Alors que si demain j'ai 200 000 abonnés, je suis pas sûr d'aller aussi vite. Parce que j'aurais peur de perdre ça. Un petit peu comme l'entrepreneur qui a peur d'innover parce qu'il a déjà une boîte qui marche. C'est la même chose. Et je trouve que c'est hyper important de se dire que l'invisibilité, c'est un super pouvoir, parce que je trouve ça très rassurant. On a souvent peur quand on est invisible, quand on n'a pas de vue, quand on n'a pas d'audience, on a peur de se dire, putain, on va se moquer de moi, etc. Au contraire. Franchement, il y a 100 personnes qui vous voient. Et alors vous voyez ce que je veux dire? S'il y a ces 100 personnes, elles vont peut-être même pas consommer votre contenu en entier, elles sont pas très intéressées. Donc en soi, vous créez principalement pour vous, pour l'instant. Et je trouve ça rassurant. Et pour le cas concret, bah, clairement, c'est moi, par exemple, avec mes podcasts, j'ai été invisible pendant 6 mois et je continuerai de l'être encore un petit peu. Et pour autant, j'ai pris un plaisir immense à tester plein de formats, à tester plein de... Par exemple, sur les miniatures, si vous allez sur ma chaîne, les premières miniatures n'ont rien à voir avec les miniatures actuelles. D'un point de vue DA, c'est la même chose. D'un point de vue des invités, c'est la même chose. D'un point de vue des questions que je pose, les premiers épisodes n'ont rien à voir avec les derniers. Et les épisodes actuels n'auront rien à voir avec ceux qui seront là dans 2 ans. Et je trouve ça génial de me dire que je suis dans une période où j'ai le droit et je peux m'autoriser à créer absolument ce que je veux sans avoir la pression d'une audience à qui je devrais quoi que ce soit. Et je pense que c'est vraiment important de vous dire que c'est génial. Alors pourquoi est-ce que c'est vraiment utile? C'est utile parce que si jamais vous êtes invisible aujourd'hui, si jamais vous n'avez pas d'audience, déjà ça va peut-être pas vous pousser tout de suite à prendre un accompagnement ou une formation ou à suivre les conseils de quelqu'un qui vous dit qu'il faut être viral tout de suite. Parce que c'est urgent, parce que c'est important, parce qu'il faut créer 25 000 comptes. Non. Au contraire, c'est le moment de prendre du recul, de vous dire ok, j'ai envie de créer quoi? J'ai envie de proposer quel message? Et à partir de là, de créer le contenu qui vous plaît, qui vous tente, et évidemment de vous nourrir aussi des informations qui existent sur comment est-ce qu'on peut faire pour faire marcher nos contenus sur une plateforme, tout en gardant votre vision, votre message et les contenus que vous avez envie de créer. Et puis ça donne un avantage qui est monstrueux dans un monde où tout le monde suit les mêmes trends, tout le monde suit les mêmes méthodes, tout le monde suit les mêmes hooks. Le fait de vous dire, je suis invisible, je crée mes propres contenus et un jour ça va fonctionner parce que les gens vont y reconnaître quelque chose de différent, c'est un edge parce que du coup, non seulement vous allez créer ce que vous voulez vraiment, mais en plus, une fois que les gens vont y adhérer, ils vont y adhérer tellement fort parce que ça existe tellement pas que vous allez gagner une communauté ultra engagée. Et si vous êtes entrepreneur, votre but, c'est pas d'être influenceur. Votre but, c'est d'avoir une communauté hyper qualifiée, hyper engagée, hyper éduquée. Et typiquement, si vous suivez cette idée que l'invisibilité, c'est un super pouvoir, ça vous permet de savoir quelle audience vous voulez cibler, pourquoi est-ce que vous la voulez de cette manière-là, pourquoi est-ce qu'elle serait qualifiée si elle ressemble à ça. Et en plus de ça, vous allez pouvoir créer un véritable engagement fort avec ces gens-là qui sont ultra qualifiés, même s'il y en a très peu, parce que vous aurez créé votre propre contenu et qu'ils auront trouvé ça nulle part ailleurs et que ça leur aura tellement parlé que ce sera de vrais avatars fans. Et alors, dernière leçon, je vous en parlais tout à l'heure, c'est au lieu de fake it until you make it, c'est make it until you believe in it. Ce que ça veut dire, c'est que on nous a vendu beaucoup que il fallait parfois faire semblant d'avoir déjà réussi pour réussir ensuite. Donc c'est fake it jusqu'à ce que tu l'aies vraiment fait. C'est un peu l'idée de montrer avant d'avoir les preuves. C'est un peu ce qu'on peut retrouver chez Donald Trump. C'est n'avoue jamais la défaite, dis toujours que tu as gagné. C'est ce qu'on peut voir sur les réseaux quand les gens nous montrent les belles voitures, la belle vie à Dubaï ou la belle vie je ne sais où, tu vois. Et le vrai sujet, c'est qu'au lieu de faire ça, parce qu'il y a des profils qui peuvent pas faire ça, je pense à moi notamment, mais d'autres qui peuvent pas faire semblant d'être extrêmement riches, d'avoir extrêmement bien réussi, d'avoir déjà accompli plein de choses, parce que c'est des profils qui sont trop introspectifs, qui réfléchissent trop, qui culpabilisent trop et qui vivent trop dans leur propre tête pour accepter l'idée de faire semblant d'avoir déjà accompli quelque chose qu'ils n'ont pas encore fait, parce que du coup, ils vont vivre un syndrome de l'imposteur qui est monstrueusement élevé. Et donc, le vrai point clé là-dedans, c'est au lieu de fake le fait que vous avez déjà réussi, c'est juste de faire
Et un jour, vous allez y croire, parce que vous obtiendrez du résultat suffisamment significatif pour vous dire « Ah, ça y est, je crois en ce que je fais ». Et je pense que c'est hyper important de se dire que vous n'êtes pas obligé de faire semblant. On n'est pas obligé de faire semblant que tout va bien. On n'est pas obligé de faire semblant qu'on a grave réussi. Au contraire, on peut totalement, en tant qu'entrepreneur, se dire « Je fais des choses, je fabrique des choses, je l'assume ». Et j'ai pas besoin de montrer que j'ai plein de résultats, j'ai besoin de montrer que j'ai une vision qui est unique, qui est innovante et qui peut vous plaire. Et à partir du moment où j'ai ça, en fait, je vais proposer des services, je vais avancer et un jour, ça marchera suffisamment pour que j'ai la preuve que j'ai le droit d'y croire et que du coup, je peux montrer parce que j'ai déjà des preuves. Et je pense que c'est hyper important et hyper intéressant pour les gens qui sont très très introspectifs. Et si je prends un cas concret, un entrepreneur qui attend de se sentir légitime avant de lancer une offre, notamment les plus introspectifs, ou même de publier du contenu, de prospecter son premier client, en fait, il attend quelque chose qui ne peut pas venir de l'attente. Et on le disait tout à l'heure, la légitimité, elle va se faire dans l'action. Et donc, un entrepreneur qui attend, il n'aura jamais cette légitimité, il n'aura jamais la possibilité d'y croire tant qu'il n'aura pas fait. Et l'autre qui, au contraire, se lance sans être convaincu à 100% de son offre, de sa compétence, de son expertise, en fait, il va observer ce qui se passe, il va ajuster, recommencer jusqu'à obtenir du résultat, ce qui va lui permettre de finir par y croire. Et je pense que c'est probablement la leçon la plus importante de toutes, parce que on attend trop souvent de soit se sentir suffisamment légitime pour parler, pour exprimer, pour dire, donner son opinion, et notamment dans les podcasts, il y a des gens qui ont peur de faire des podcasts parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment légitimes. On a le droit tous de donner notre avis. Il y a des gens qui donnent leur avis, c'est pas pertinent et ça explose. Et je pense qu'il n'y a pas de légitimité ni à se vloguer, ni à faire des podcasts, ni à produire du contenu. Et je pense que on se freine trop souvent pour ce genre de petites choses qui finalement n'importent souvent plus que nous plutôt que les autres. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on est souvent regardé dans le métro, la réalité c'est qu'on l'est pas. On a l'impression qu'on est souvent regardé sur les réseaux, la réalité c'est que les gens passent juste au réel suivant. On a l'impression souvent que on va nous juger parce qu'on a changé d'offre, parce qu'on a retourné notre veste, parce que on n'est pas loyaux à nos idées, à nos projets. C'est ce que disait Basile en citant Graham, qui disait vos idées et vos projets n'ont aucunement besoin de fidélité et de loyauté. Et c'est vrai. On n'a pas besoin d'être fidèle à tout ça, on n'a pas besoin non plus d'avoir accompli plein de choses pour commencer à tenter des choses. Et c'est la vraie leçon la plus importante que j'ai récupérée de ces 30 podcasts et que j'avais vraiment envie de vous transmettre aujourd'hui. Et d'ailleurs, on arrive à la fin de ce podcast, puisqu'on arrive à la fin de toutes ces leçons. Je vous remercie pour votre attention, je vous le répète et je vous le rappelle, si jamais vous avez besoin d'un espace communautaire où retrouver des ressources et la vraie sensation d'avancer avec des entrepreneurs qui sont accomplis, qui ont la même vision que vous, qui veulent créer leur propre mouvement, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Créapreneur. Et si jamais vous avez besoin de plus que ça, d'être accompagné sur cette thématique-là, de créer votre propre mouvement, d'être vraiment des entrepreneurs, de comprendre et d'appliquer dans votre activité les premiers principes en vous rendant indépendant des méthodes actuelles, n'hésitez pas également à prendre un appel avec notre équipe, un appel de guidage. Voilà, c'était tout pour moi, c'était tout pour le petit moment pub. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'étais ravi de faire ce petit podcast, j'espère que ça vous a plu, et si vous en êtes encore là, franchement, vous avez fait preuve d'un niveau d'attention qui est exceptionnel, et je vous remercie, parce que déjà j'ai perdu ma petite light derrière, et je pense que ça fait très sombre, et c'est beau que la forme ne vous ait pas arrêté, donc si jamais vous êtes là, même si vous êtes 3 à regarder à ce moment de la vidéo, vous êtes exceptionnel, je vous adore. Bref, merci beaucoup pour votre attention, et on se retrouve très vite dans le prochain épisode de Deep Talks. C'est tout pour moi, c'est Thomas, ciao.